Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat et on commence par le rejet en commission ce matin du projet de loi de finances rectificative par le Sénat. 20 membres de la commission ont voté contre ce collectif budgétaire, tandis que 11 se sont prononcés pour. Ce texte sera débattu en séance demain soir. Ce budget confirme un déficit à 4,1% du PIB en 2013, en baisse de 0,7 points par rapport à 2012. C'est un recul moins important que prévu. Autre temps fort de l'actualité au Sénat aujourd'hui, c'est le feu vert du Parlement à la nomination de Jean-Louis Nadal comme président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Proposé par François Hollande, la désignation de cet ancien haut magistrat a été acceptée par 33 voix contre 11 par la Commission des lois de l'Assemblée nationale et par 17 voix contre 12 par la même instance au Sénat. Le bureau du Sénat qui doit d'ailleurs se prononcer le 8 janvier sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault dans le cadre d'une enquête sur des achats présumés de vote à Corbeil-Essonnes. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a reçu hier soir de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, la demande de levée de l'immunité du sénateur UMP de l'Essonne. Et dans un instant, on va prendre la direction de la salle Clémenceau où se déroule une restitution des travaux de la concertation sur la réforme du financement des universités. Cette réflexion sur le financement de l'université s'inscrit dans le contexte d'un enseignement supérieur bouleversé par la loi sur l'autonomie des universités. Bonjour Tam. Oui, bonjour Delphine. Alors, c'est une audition réalisée par la Commission de la Culture du Sénat. Oui, tout à fait. Donc, cette réforme sur l'autonomie des universités de 2007, elle a effectivement tout bouleversé dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette loi LRU, elle devait apporter plus de liberté, plus de responsabilité aux universités qui n'étaient plus simplement pilotées par l'État. Alors, côté positif, il y en a eu. Il y a eu d'abord plus d'ouverture sur le monde professionnel et sur le monde économique. Côté négatif, il y a eu de nombreuses universités dans le rouge. Et oui, beaucoup n'étaient pas prêtes à piloter leur enveloppe budgétaire. Et puis, il y a aussi eu de grands oubliés. Ces grands oubliés, c'était la réussite en premier cycle ou bien encore les conditions de vie et les conditions d'apprentissage des étudiants. Alors, ces deux points, en revanche, ils ont été abordés par la réforme de 2013, la réforme du printemps dernier de Geneviève Fioraso, l'actuelle ministre dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette réforme, qui devait d'ailleurs être une grande réforme, devait mettre à bas la loi Pécresse, et bien finalement, rien de tout ça, Delphine, puisque cette réforme s'est juste contentée de retoucher. Elle n'a surtout pas touché, en revanche, au grand principe de l'autonomie des universités. Merci beaucoup, Tam, pour vos explications. Alors, sans plus tarder, direction la salle Clémenceau pour suivre les travaux de la Commission de la Culture du Sénat et on se retrouve à 19 h. Nous sommes réunis pour entendre le bilan des travaux du comité de pilotage qui réunit depuis avril 2013 des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la conférence des présidents d'université et de la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs sur le thème de la réforme du modèle de financement des universités. Cette table ronde s'inscrit dans le prolongement du rapport d'information commun entre la Commission de la Culture et la Commission des Finances, consacrée au financement des universités. Ce rapport a été présenté par nos collègues Dominique Gillot et Philippe Adnaud, à mes côtés. Il a été présenté et débattu au printemps dernier. C'est pourquoi nous avons invité nos collègues des Finances à se joindre à nous, mais nous savons que la plupart d'entre eux sont retenus par les travaux sur le collectif budgétaire qui sera examiné par le Sénat à compter de demain. J'informe les présents que nos rangs risquent de se clairsemer, certains ayant des obligations de délégation aux affaires européennes ou d'autres travaux, et certains ayant l'ultime train de la journée en période de grève. Il sera utile de déterminer parmi les recommandations que nous avons formulées celles qui seront effectivement prises en compte dans le cadre du nouveau système de répartition des moyens à l'activité et à la performance, dit SYMPA, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Je rappelle que nous portons une attention toute particulière à l'équité de traitement entre universités, aussi bien sur le plan territorial que sur le plan disciplinaire. Cela suppose des rééquilibrages de dotation
au profit des universités de proximité et des universités nouvelles, accueillant une forte proportion d'étudiants boursiers par rapport aux grandes universités aux fortes capacités de recherche, mais également des rééquilibrages en faveur des sciences humaines et sociales, structurellement désavantagées par rapport aux filières scientifiques. Une des questions centrales demeure la prise en compte de la masse salariale par le modèle SYMPA. Nous avions préconisé l'intégration de 90% de la masse salariale dans le système, les 10% restants pouvant être rétablis dans le cadre du contrat. Répartis, excusez-moi, dans le cadre du contrat. Il sera intéressant de savoir quelle position le comité de pilotage a adoptée. Je laisse sans plus tarder la parole aux représentants du ministère pour nous présenter les avancées des travaux du comité de pilotage sur la réforme SYMPA. Pourront ensuite intervenir les représentants de la CPU et de la CDEFI pour nous préciser leurs sentiments sur les pistes de réforme actées ou envisagées et leurs attentes respectives. Et je donne sans tarder la parole à Madame la Directrice Générale pour l'Enseignement Supérieur, Madame Simone Bonafou. Merci Madame la Présidente, merci à vous tous, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de votre invitation. Nous y sommes très sensibles, nous connaissons l'intérêt, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, l'intérêt constant de votre Haute Assemblée pour le système de financement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le travail que vous avez fait à plusieurs reprises, nous avons échangé avec vous deux en particulier, messieurs, mesdames les sénateurs Adno et Gillot, plusieurs reprises sur vos rapports. Nous y abreuvons, nous les connaissons et nous avons souvent eu l'occasion de débattre avec vous de ce que nous faisions. Donc nous sommes contents de ce rendez-vous beaucoup plus large qui va nous permettre effectivement de faire le point sur le travail que nous avons entrepris il y a déjà 8 mois, puisque nous sommes aujourd'hui, donc, je dirais quasiment à mi-chemin de notre travail, et c'est une bonne occasion que vous nous donnez, en fait, de venir présenter devant vous ce point d'étape. Alors, simplement, je passerai la parole après au sous-directeur de l'allocation des moyens de notre ministère, donc Monsieur Forest, que certains connaissent déjà bien. Simplement dire que notre démarche, elle se veut effectivement concertée, avec en particulier les conférences, mais aussi avec le CNESER, que nous tenons régulièrement informé de nos travaux. Madame Gillot participe à ce CNESER. Nous allons rencontrer les 22 organisations représentatives au printemps 2014 pour faire un peu le point aussi avec elles. Dans un esprit de transparence, c'est l'esprit de la loi ESR et vous savez qu'il est prévu qu'il y ait un livre blanc sur le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche d'après la loi. Aujourd'hui, nous communiquons au CNESER, déjà l'année dernière, les résultats université par université, école par école, ce qui ne se faisait pas auparavant. Enfin, nous essayons d'être pragmatiques en même temps que prospectifs. C'est-à-dire que nous considérons, et votre invitation, j'espère, permettra d'avancer dans ce sens, de ne pas nous interdire des voies et des questions. Après, on sait très bien que toutes les voies explorées ne sont pas forcément ensuite poursuivies, mais je crois qu'il est très important de ne pas fermer les voies a priori. Et la stratégie nationale d'enseignement supérieur qui va être initiée là par la ministre dans quelques jours, le travail sur la stratégie nationale d'enseignement supérieur sera d'ailleurs l'occasion de faire le lien avec ce chantier-là, puisque ça doit faire partie de la stratégie nationale d'enseignement supérieur. Dernier point, nous tenons, et Frédéric Forest y veille particulièrement, à être comparatif, c'est-à-dire à ne pas ignorer ce que font d'autres pays en matière de financement de l'enseignement supérieur, à le réfléchir, pas forcément pour s'en inspirer au sens strict, mais en tout cas, pas travailler dans un cocon français. Voilà, je passe la parole à Monsieur Forest. Merci, bonjour mesdames et messieurs les sénateurs. Et merci pour votre invitation à rendre compte de nos travaux, ce que je vais m'efforcer de faire en 10 à 15 minutes maximum.
Donc, comme l'a rappelé la directrice générale, nous avons entamé le chantier de refonte de l'allocation des moyens selon une méthode fondée sur la concertation, notamment avec les 2 grandes conférences. Le chantier lui-même a été lancé en avril 2013 par la ministre et on trouve dans le préambule à la loi du 22 juillet l'objectif d'équité disciplinaire et territoriale, comme vous l'avez souligné. Et donc nous travaillons dans cette perspective pour être en pleine cohérence avec ces orientations. A priori, comme l'a indiqué la directrice générale, nous avons une interrogation qui porte sur un champ large, puisqu'il s'agit de réinterroger l'allocation des moyens, mais également les stratégies de financement et les articulations, ou au moins poser les questions d'articulation entre les différents outils de financement. L'objectif est bien d'arriver à construire un système ou à adapter un système qui soit cohérent avec les priorités stratégiques. Et évidemment, comme vous l'avez rappelé, réduire les écarts de dotation entre les établissements, mais aussi favoriser la politique de site, les regroupements et la coopération, et toujours dans cet objectif de mieux valoriser aussi le cycle licence, qui est politiquement un des objectifs extrêmement importants, et articulé avec le rééquilibrage des dotations. C'est donc un chantier aujourd'hui clairement fondé sur la concertation, une concertation forte. Nous sommes déjà au 7e comité de pilotage, enfin à la 7e séance du comité de pilotage. Nous avons repris évidemment les préconisations, nous avons pris connaissance des préconisations des assises et du rapport LEDEO, évidemment de votre rapport extrêmement complet, et mis en place un comité de pilotage CPU, CDFI, MESR, piloté par la DGCIP, mais en lien avec aussi des autres grandes directions qui sont concernées, notamment la recherche et l'innovation, ou les affaires financières, ou les ressources humaines. C'est une réforme qui est menée en mode projet, c'est-à-dire que nous avons un calendrier, des étapes clés, des thématiques successives, un comité de pilotage. Et par ailleurs, nous fondons une partie de notre analyse sur des rapports de l'inspection générale qui a mené des analyses de coûts pour éclairer les pondérations sympas. Donc c'est une réforme conduite en mode projet. C'est juste un exemple, ça c'est notre calendrier vu de loin. Il n'a pas vocation à être lisible là directement, mais c'était pour vous montrer où est-ce qu'on en était dans la ligne du temps. Donc vous voyez, on en est là la 7e séance du comité, et pour un modèle opérationnel au 1er janvier 2015. Non, c'était juste pour vous dire où est-ce qu'on en était. Sur les perspectives, ils l'ont sur sur les perspectives, là pour être plus précis, une fois rappelé ces grandes orientations, nous travaillons avec deux mots d'ordre en quelque sorte, c'est de construire un modèle qui soit simple, lisible et incitatif. Aujourd'hui, pour rappeler donc un objectif aussi du modèle, il s'agit bien de guider l'allocation des moyens, donc d'avoir un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, en tout cas, le modèle n'est pas conçu pour donner la dotation directement versée. C'est un outil de comparaison et d'aide à la décision. C'est pourquoi nous avons proposé, par exemple, la suppression de ce qu'on a appelé l'excédent d'initialisation, et nous proposons de raisonner directement en termes d'écart de dotation entre ce que calcule le modèle et ce qui est versé, ce qui sera plus simple et plus lisible. Nous avons évidemment une question de périmètre des établissements. La question est posée de savoir si nous conservons un ou deux modèles. Est-ce qu'on rassemble par exemple les écoles d'ingénieurs et les universités? Ce serait possible. Les questions se posent. Il y a évidemment l'intégration en amont de certaines mutualisations, évidemment la réforme extrêmement importante des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Et nous avons d'ores et déjà des hypothèses qui permettent au nouveau modèle de prendre en compte des SP qui soient mutualisés au niveau du site. Donc c'est déjà le cas, alors qu'aujourd'hui c'est tout de même plus compliqué. La question de l'articulation des financements s'est posée, la question de comment prendre en compte la présence des organismes, de trouver un équilibre entre le financement critérisé, c'est-à-dire le modèle, et le financement via le contrat quinquennal, et quelle doit être l'articulation avec les investissements d'avenir, par exemple. Aujourd'hui, puisque donc là, on est en plein chantier. Et aujourd'hui, on a plutôt une perspective où on distingue les outils de financement sans créer d'effet de substitution. Et donc, chaque outil de financement a ses objectifs
et essayer de créer une cohérence, mais sans forcément intégrer dans le modèle des effets à ce titre-là. Sur les périmètres du modèle, évidemment, on a un impératif qui est de prendre en compte les avancées de la loi du 22 juillet, et notamment de pouvoir s'adapter à la coordination territoriale qui sera mise en œuvre sur les sites. Notamment, ça peut prendre la forme des communautés. Il faut absolument qu'on ait un modèle, et c'est possible, qui puisse prendre en compte ces communautés, voire leur allouer directement des moyens, si par exemple elles portent l'ESP. La question de la prise en compte de la masse salariale, vous l'avez évoqué, est un sujet délicat, parce que la masse salariale obéit à des déterminants particuliers. Donc la question sera posée. Nous avons un comité de pilotage qui est prévu en début 2014 sur ce thème, et il faudra faire des simulations pour savoir quels peuvent être les impacts. Parce que, voilà. Nous avons aussi des questions sur les types d'emplois à retenir. Globalement, nous porterons, et nous le portons à chaque comité de pilotage, ce n'est pas forcément si évident que ça, d'avoir véritablement un modèle simple et lisible, et donc d'arriver à bien séquencer et séparer les effets, tout en prenant en compte les grands objectifs. Très concrètement, donc encore plus précisément, et après je m'arrêterai là, plus précisément sur la partie formation aujourd'hui. Nous avons proposé, le ministère a proposé de conserver des indicateurs d'activité et de performance ou de qualité. Aujourd'hui, pour l'activité sur la partie formation, a été discuté garder les étudiants présents aux examens. On a par ailleurs avancé un principe général qui est qu'on souhaite retenir des étudiants dans le système qui soient non financés par ailleurs et qui induisent une charge de formation. En matière de performance et de qualité, nous avons proposé de mettre un poids plus fort sur le nombre de diplômés. C'est aussi une leçon que nous tirons des modèles de financement à l'international, de conserver la plus-value en licence, qui est d'ores et déjà, qui est actuellement prise en compte dans le modèle SYMPA, mais de rajouter la plus-value en master et de prendre en compte la formation tout au long de la vie et l'apprentissage par le nombre d'apprentis sur le nombre d'étudiants et la part des étudiants en formation continue. Est aussi en discussion un critère sur le pourcentage de bacheliers technologiques en IUT. Sur la partie formation, nous souhaitons simplifier les enveloppes. Aujourd'hui, nous avons des enveloppes liées à la compensation du TP égale TD, au plan licence. Nous souhaitons réharmoniser et globaliser une enveloppe formation. La compensation de l'exonération des droits des étudiants boursiers est-elle traitée à part ? Donc c'est une réforme qui est mise en œuvre à partir de 2014 et qui sera traitée à part pour arriver à financer réellement et à l'euro près les exonérations de droits qui sont accordés aux étudiants boursiers. Donc ce sera hors modèle. Nous souhaitons aussi harmoniser le traitement des emplois et des crédits. Il faut évidemment reconnaître, vous avez cité les sciences humaines, il faut mieux reconnaître les différences disciplinaires. Et donc nous avons plus fondé nos regroupements de disciplines et de pondérations sur une analyse des coûts, notamment en lien avec les travaux de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Par ailleurs, nous nous sommes posé la question sur l'insertion professionnelle. Il nous apparaît aussi, aujourd'hui nous avons un consensus avec les deux conférences, il nous apparaît qu'il est difficile, même s'il serait souhaitable de le prendre en compte, il est difficile méthodologiquement de le prendre en compte. Et par ailleurs, nous avons aussi un retour de parangonnage international qui montre la même difficulté dans les autres pays. Donc aujourd'hui, nous proposons de ne pas le prendre en compte à ce stade. Globalement, nous avons essayé de schématiser, de synthétiser ce que pourraient être aujourd'hui les enveloppes du modèle sur la partie formation et de montrer via des carrés qui seraient en gros proportionnels au montant ce que pourrait être le nouveau modèle. Et donc vous retrouvez l'activité avec les étudiants présents aux examens, les diplômés, la valeur ajoutée, l'apprentissage, éventuellement les bacs technologiques en IUT. Sur la partie recherche, de la même façon, nous avons des indicateurs d'activité et de performance. En matière d'activité, nous proposons de retenir le nombre d'enseignants-chercheurs pondérés, ce qui correspond réellement à un affichage extrêmement fort du financement de base de l'activité de recherche via le modèle. Et s'agissant de la performance et de la qualité, nous proposons, comme c'est le cas aujourd'hui, de retenir à nouveau le nombre de docteurs, les soutenances dans l'année,
et de retenir le nombre d'enseignants-chercheurs pondérés en fonction des notes qui seraient données par le Haut Conseil, si celui-ci remet des notes. Et en alternative à la notation, si elle ne devait pas avoir lieu, il pourrait être envisagé de retenir 3 critères: le nombre d'IUF, le nombre et le montant du préciput, le nombre de projets et le montant du préciput ANR, et les réponses aux appels à projets européens. Les réponses, c'est-à-dire les dépôts, pas les réponses qui ont réussi. Enfin, pas les, on aurait ainsi une partie liée à la qualité, à la performance, et qui serait incitatif, notamment pour aller rechercher d'autres financements, y compris internationaux. Sur la partie recherche, nous avons souhaité maintenir notre principe d'avoir un système simple et le moins controversé possible. C'est pourquoi nous avons échangé sur la bibliométrie, notamment avec l'OST, la DGRI et les conférences. Et nous proposons de ne pas le retenir à ce stade. De la même façon, de manière internationale, des questions. Il y a pas mal de débats sur la prise en compte directe de la bibliométrie. Donc nous proposons aujourd'hui de vraiment avoir un financement de base des établissements en matière de recherche, tout en conservant des critères de qualité. De la même façon, vous retrouvez un peu la même présentation de ce que pourrait être l'esquisse, parce que c'est vraiment des pistes. Vous voyez, on est en plein milieu du chantier, mais les premiers indicateurs. Nous souhaitons véritablement fonder aussi notre réflexion sur les exemples internationaux. À ce titre, je souhaite souligner la participation du ministère au séminaire de l'European University Association. Nous sommes allés avec Cécile Batoutovan, qui est chef du département de l'allocation des moyens, au dernier séminaire en novembre, présenter le modèle français et échanger avec nos interlocuteurs sur leur modèle de financement, notamment à la performance. Et nous allons profiter, ce qui est une grande chance pour nous, d'un projet européen qui est en cours, qui est le projet DEFINE, qui consiste à faire un parangonnage international des modèles de financement et qui tombe donc à pic pour notre chantier. Nous invitons M. Esterman le 13 février prochain à présenter les résultats auprès de notre comité de pilotage. Pour conclure, en espérant ne pas avoir été trop long, les prochaines étapes, c'est évidemment préciser, finaliser les principaux principes et critères, engager une concertation avec les 22 organisations qui sont au CNESER. Donc on aura 2 à 3 mois de rencontres avec ces organisations pour discuter des principes et voir s'il faut les amender. Nous engagerons un travail de simulation probablement assez intense au début 2014, pareil au printemps, pour essayer d'aboutir à un calibrage avant l'été 2014, pour une mise en œuvre fin 2014 et une allocation des moyens de 2015 qui serviront notamment, évidemment, comme cette année Sympa a servi, pour répartir les emplois, une grande partie des emplois, au titre du rééquilibrage des dotations entre les établissements. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Nous allons entendre les autres participants donc au comité de pilotage, mais avant, ce n'est pas une question de fond, c'est juste une demande d'explicitation. Qu'entendez-vous par étudiants non financés par ailleurs et n'induisant pas de charges de formation? Par exemple, cette année, nous avons été amenés pour l'actualisation du modèle Sympa 2014 à neutraliser les étudiants qui étaient par ailleurs inscrits en institut catholique et qui demandaient une inscription, qui aujourd'hui ont souvent une inscription en université pour avoir un diplôme national. Il se trouve qu'ils sont inscrits à l'université, ils ont une note, donc ils sont comptés comme présents aux examens. Il faut qu'ils aient une note pour avoir un diplôme, mais pour autant, ils n'induisent aucune charge de formation. Donc typiquement, ça peut être un des sujets. Il y en a d'autres. Il y a la formation continue par ailleurs qui est financée par ailleurs. Donc un établissement qui crée un diplôme d'université peut librement fixer les droits d'inscription liés à ce diplôme. Donc les étudiants ne sont pas pris en compte dans le modèle Sympa. On a essayé de trouver, de résumer, de synthétiser en un principe général plusieurs situations. C'est un principe qui, a priori, nous paraît cohérent avec le modèle. S'il n'y a pas de charge de formation,
A priori, il n'y a pas de raison, comme pour les instituts catholiques, ou s'ils sont financés par ailleurs, comme pour la formation continue. Voilà. On pourrait trouver éventuellement d'autres cas. Je vais donner la parole à la CPU. Nous allons entendre son président, Monsieur Jean-Loup Salzman. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais faire une brève introduction, puis je laisserai la parole à Gérard Blanchard, qui est vice-président de la conférence des présidents d'université. Donc, la DGZIP vous a présenté un très beau modèle, qui d'ailleurs ne cesse de s'améliorer au fil de nos réunions. Et on en apprend tous les jours, comme aujourd'hui nous en avons appris un certain nombre, et donc ça fera l'occasion de discussions parfois un peu serrées avec eux. Mais je voudrais rester sur le fond. Le fond, c'est que ce modèle est extrêmement théorique, mais que s'il n'y a pas de moyens, il ne peut pas fonctionner. Et pour qu'il fonctionne sans moyens, il faut du courage. Et quels que soient les gouvernements, il est extrêmement difficile, même avec beaucoup de courage, de retirer des moyens à des universités pourtant valeureuses pour les donner à d'autres universités. Je vais vous donner deux exemples. Lors de l'arrêt des moyens supplémentaires en 2011, le système s'est arrêté brutalement et il n'a pas pu redémarrer parce que la ministre de l'époque ne pouvait pas prendre aux universités entre guillemets surdotées pour donner aux universités entre guillemets sous-dotées. On a vu un autre exemple lorsqu'il s'est agi de régler le problème que la CPU avait lancé, qui était celui de la compensation boursière, c'est-à-dire le fait que le gouvernement décide, pour des mesures sociales tout à fait louables, que les étudiants boursiers ne payent pas de droits d'inscription, sauf que ce sont les universités qui les payent. Donc nous avons posé le problème de la compensation boursière, et ce problème a achoppé immédiatement sur le fait que certaines universités, pour qu'elles puissent toucher ce qui leur était dû, il fallait que d'autres qui touchaient de l'argent mais n'avaient pas le nombre de boursiers, touchent moins. Le problème s'est arrêté immédiatement et il a fallu trouver des sources de financement ailleurs pour essayer de régler le problème. Et d'ailleurs, dans la présentation, les choses ont été dites extrêmement clairement, puisqu'il ne s'agit pas d'un modèle de répartition, mais d'un modèle d'aide à la décision, ce qui acte l'impossibilité d'avoir un modèle qui fonctionne en l'absence de, ouvrez les guillemets, grain à moudre. Mais je vais laisser la parole à Gérard. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc je voulais aborder 4 points principaux pour apporter l'éclairage de la CPU sur cette question de la réforme de la question des moyens. Alors le premier point évidemment concernait le principe de convergence, donc je ne vais pas répéter ce que vient de dire notre Président. Très difficile évidemment d'aller vers de la convergence s'il n'y a pas une augmentation des moyens. Ça a bien fonctionné les 2 premières années. Depuis, on a vu le modèle neutralisé et complètement verrouillé par absence de moyens supplémentaires. On sait très bien, nous, au sein en tout cas de la conférence des présidents d'université, qu'un redéploiement de moyens entre universités, c'est quelque chose qui sera extrêmement compliqué, à mettre en place. Et ça nous conduirait en tout cas directement vers une crise politique interne à la CPU et probablement au-delà. Alors je voudrais quand même saluer le fait qu'aujourd'hui, on a un exemple qui montre que de la convergence est possible dès lors que des moyens arrivent en plus. Il s'agit des 5000 emplois nouveaux. Donc ces 5000 emplois nouveaux avec 1000 emplois par an montrent qu'effectivement, on peut faire un travail de convergence. Et c'est la condition sine qua non. Même si, je le précise aussi, la totalité de ces moyens nouveaux ne sont pas mis sur la convergence, mais alimentent également la politique de site. Alors, ce qui veut dire aussi que avec la volonté d'aller sur de la convergence, dès lors qu'il y a plusieurs mécanismes en parallèle, et que notamment une politique de site ne répond pas nécessairement à des besoins de convergence, on s'aperçoit que d'année en année, quand on fait le bilan, la convergence ne se fait pas aussi vite qu'on le souhaiterait, voire même dans certains cas ne se fait pas du tout. Donc voilà un petit peu pour le premier principe général. Le deuxième principe, évidemment, il concerne la masse salariale. C'est un point extrêmement important puisque, vous le savez, ça représente 80% du budget des universités. Et donc, depuis le passage au RCE, une des revendications constantes et régulières, récurrentes de la CPU concerne la nécessité de compenser le GVT. Ce n'est pas une demande comme ça par principe, vous le savez, ça représente des sommes considérables. Pour les établissements qui sont passés au RCE depuis la première année,
on a cumulé des montants de dépenses supplémentaires non compensées ou compensées seulement de manière partielle, qui font qu'aujourd'hui, évidemment, ça crée de grandes difficultés dans les établissements. Donc ça, je pense que c'est un point essentiel. Alors on se réjouit effectivement du fait que le ministère nous a annoncé que nous allons commencer à rentrer dans un ensemble de négociations qui pourraient aboutir à un mécanisme de compensation, mais on sait déjà qu'on sera de toute façon que sur des compensations très partielles. Donc j'insiste sur ce point, c'est un des éléments importants des difficultés financières des universités. Ça m'amène aussi toujours sur la question de la masse salariale à dire que la CPU n'est pas du tout favorable à l'idée d'intégrer la masse salariale dans le modèle Sympa. C'est pas une position dogmatique, c'est que techniquement on voit pas du tout comment ça peut se faire. Et ensuite, on aimerait souligner le fait que les déterminants de la dynamique de la masse salariale ne sont pas du tout les déterminants du modèle. D'un côté, on a des déterminants qui relèvent d'une dynamique démographique, en grande partie, et de l'autre côté, on a des éléments qui relèvent d'éléments d'activité ou de performance de l'établissement. Donc marier les deux dans un même système, ça nous paraît quand même relativement compliqué. En tout cas, on n'a pas vu comment aujourd'hui c'était possible. Et notre position, elle est négative vis-à-vis cette idée d'intégration. Le troisième point sur lequel je souhaite donner la position de la CPU, c'est la structure même du modèle Sympa. Donc nous sommes d'accord avec l'idée que le modèle doit être un des principaux leviers de mise en œuvre de la politique de l'État. Donc nous sommes d'accord évidemment avec l'idée que tout soit fait pour mettre en œuvre le principe de réussite en licence. Donc ça veut dire que dans la conception du modèle, dans le périmétrage des enveloppes, évidemment, ça doit en tenir compte. C'est la raison pour laquelle la CPU est d'accord à ce que l'enveloppe réussite en licence, le fameux PRL, soit évidemment intégrée dans le modèle et notamment dans l'enveloppe licence. Ça nous paraît assez logique. Il y a d'autres points qui nous paraissent importants, qui ont été annoncés dans la politique de l'État, notamment la volonté de développer l'apprentissage. Et nous avons entendu Madame la Ministre dire qu'elle souhaitait voir multiplier par 2 le nombre d'apprentis. Et donc, nous souhaitons voir la prise en compte de l'apprentissage dans l'activité des universités, pas seulement le mettre dans une enveloppe à part qui serait liée à la performance. Il est vrai que l'apprentissage est en partie financé par ailleurs, mais seulement en partie, parce que les coûts apportés par l'apprentissage sont très loin de couvrir la totalité du coût d'un étudiant dans une université. Voilà, donc là, on souhaite qu'il n'y ait pas d'injonction contradictoire et que le modèle soit l'expression des orientations prioritaires de l'État. Nous pensons également dans la réforme du modèle qu'il faut aborder tous les aspects, évidemment, les enveloppes, les critères et les coefficients sur les critères. Mais nous sommes convaincus que le premier élément de changement du modèle, c'est bien la définition des enveloppes. Voilà, donc je parlais tout à l'heure de notre accord sur l'enveloppe réussite en licence. Il y a une autre enveloppe qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'enveloppe des boursiers, c'est-à-dire l'idée de la compensation boursière. Et ça m'amène tout droit au quatrième point que je voulais évoquer devant vous, la nécessité de la compensation boursière réelle. Donc je pense que tout le monde est d'accord sur l'idée de constituer une enveloppe indépendante, qu'on sort en fait du modèle Sympa qui est à côté. Mais alors aujourd'hui, ça a été évalué à 95 millions d'euros, c'est-à-dire en fait les étudiants boursiers, l'ensemble, ça représente un manque à gagner de 95 millions d'euros en ressources propres des établissements. Alors il existe aujourd'hui des mécanismes de compensation qui ne sont que partiels. Si on voulait faire une compensation totale, il faut compléter à hauteur de 95 millions d'euros. Nous pensons également, et là évidemment c'est pas une idée nécessairement qui a été défendue jusqu'à présent, mais nous pensons que cette enveloppe de 95 millions d'euros, les mécanismes de compensation, ne devraient pas être dans le modèle 150 mais dans le modèle 231, c'est-à-dire vie étudiante. L'idée, c'est que les étudiants, même boursiers, payent leurs droits d'inscription aux universités et que cette enveloppe de 95 millions d'euros serve à abonder leurs bourses pour les rembourser de ces droits d'inscription. Voilà les éléments principaux que, en tout cas dans un premier échange, je souhaitais avancer donc pour la CPU. Et je vais laisser la parole à Hélène Polia qui a un certain nombre d'autres éléments à mettre en avant sur le principe du décideur-payeur. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, juste quelques points supplémentaires, mais pour ne pas alourdir la discussion davantage, je voulais simplement aussi replacer dans un contexte parce qu'une chose est le système d'allocation des
des moyens aux universités. Une autre est le contexte d'ensemble, parce que ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a des décisions quand même tout à fait autres qui impactent directement les universités en tant qu'opérateurs publics, en tant qu'établissements publics, et que ces éléments-là sont rarement, voire jamais, pris en compte. Alors, il y a des mesures qui sont liées essentiellement à la fonction publique. Je pourrais en faire toute une liste, mais je mentionnerai simplement quelques interrogations que nous avons pu avoir et que nous avons toujours sur, par exemple, le financement de la revalorisation des catégories C, qui impacte quand même aussi directement, évidemment, les universités. J'en prendrai peut-être un autre exemple qui est d'autant plus significatif qu'alors là, il aboutit à un véritable paradoxe. C'est la journée de carence. Je sais qu'on en parle beaucoup actuellement, mais la journée de carence a été décidée par un précédent gouvernement, ce qui a abouti à nous retirer une somme sans aucun rapport avec les coûts constatés dans nos propres établissements. Et cette somme a été définitivement retirée de la base, ce qui fait que même alors que le jour de carence va être supprimé, nous ne récupérerons pas l'enveloppe de base qui nous a été enlevée. On pourrait allonger la liste, la loi TEPA, avec un certain nombre de millions, 29 millions et demi, que nous n'avons toujours pas pu récupérer, et on pourrait continuer avec la loi sur le handicap. Là, j'en profite pour remercier Madame la sénatrice Dominique Gillot pour son implication dans ce dossier, parce que c'est vrai que c'est un dossier difficile, et lorsque les universités vont entrer dans le dispositif complètement, c'est-à-dire les pénalités pour non-respect de la règle des 6%, je pense que là, il va y avoir un véritable problème, mais qui va très largement dépasser, à mon avis, les seules universités où on va avoir des conséquences politiques majeures. Donc c'est vrai qu'il y a un ensemble d'éléments, surtout si ce dispositif n'est pas accompagné, s'il n'y a pas un certain nombre de mesures qui peuvent être préparées. Donc on a cet ensemble-là, c'est-à-dire des mesures qui sont prises par différents ministères, qui impactent directement et sur lesquelles finalement les universités doivent faire avec leurs ressources propres quand elles ont la chance d'en avoir. Et j'ajouterais que je ne pense pas que ce soit en nous formant rigoureusement par la voie de l'ENA que nous serons bien meilleurs pour traiter ces questions-là. En revanche, je voudrais juste ajouter un mot sur la méthode de l'analyse des coûts. On a évoqué un éventuel, le rééquilibrage entre les différentes disciplines. On a évoqué le fait que l'on pourrait se reporter aux enquêtes qui sont actuellement faites, en particulier par l'IGAENR. La seule difficulté, c'est qu'étant donné que c'est sur les coûts constatés, ça n'apportera strictement rien de nouveau, pour la bonne et simple raison que quand on ne donne pas grand-chose à une formation pour qu'elle existe, elle continuera à exister, même si elle n'a pas beaucoup. Donc je ne vois pas tellement, à partir des coûts constatés, comment on va pouvoir faire ou construire une démarche qui pourrait dire exactement combien il aurait fallu pour que ça fonctionne peut-être un petit peu mieux. Donc oui, il y a sans doute un rééquilibrage à faire entre disciplines. On a évoqué les SHS de manière générale, enfin sciences humaines et sociales par rapport aux disciplines scientifiques. Oui, mais là, il va falloir vraiment... Enfin, tout est à construire, puisque, effectivement, encore une fois, en se fondant sur des coûts constatés, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment la réponse, ou en tout cas qu'on ait un élément de comparaison qui soit complètement pertinent. C'était les seuls éléments que je voulais ajouter. Merci. Bien, je vous remercie. Nous allons entendre la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Monsieur Lermignot, son président. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Quelques points rapides. D'abord, la CDFI ne peut qu'être d'accord avec la CPU sur la difficulté qu'il y a à réformer sans moyens. C'est toujours quelque chose d'un peu compliqué et effectivement, ça demande des décisions qui peuvent être difficiles puisqu'on voit bien que derrière, il ne peut y avoir que réallocation de moyens entre établissements, et ce qui est jamais une chose facile à faire passer. Et en tout cas, c'est une décision qui doit être une décision politique, qui doit être prise au niveau du gouvernement, et pas quelque chose qui doit être laissé, en tout cas, aux conférences, comme quelquefois on a pu le voir dans le passé. Deuxième chose, attention quand même, si on réforme les modèles, il y a un point qui nous paraît important, c'est d'assurer quand même la continuité du modèle. Il n'y a rien de plus difficile à faire comprendre à des établissements que le fait qu'en 2013, ils étaient sous-dotés et qu'en 2014, ils deviennent surdotés. Et réciproquement. Donc attention au principe de continuité, et ça c'est un point de base sur lequel il faut absolument faire attention. Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans les détails, bon, quelques points particuliers. Se pose la question effectivement de la fusion des enveloppes concernant les universités et les écoles.
Je dirais là-dessus, je pense que les modélisations que l'on fera nous permettront d'y voir un peu plus clair. La CDFI n'a pas d'opposition de principe ni d'accord de principe. Il y a quand même un point important qui est que le nombre d'établissements qui sont passés au RCE au sein des écoles n'est loin d'être à 100%. Et donc c'est très difficile de faire passer un modèle dès lors que, enfin, de fusionner des enveloppes dès lors que l'ensemble des établissements ne sont pas passés au RCE. Donc ça, c'est un point qu'il faudra sans doute prendre en compte à ce niveau-là. Concernant donc après plus en détail sur le principe de rééquilibrage, par exemple, entre établissements d'une même communauté, là encore, je pense que ça demandera un petit peu de simulation. En tout cas, ce qui nous paraît difficile d'imaginer dès maintenant un rééquilibrage des établissements au sein d'une même communauté, dès lors que les communautés ont un peu de difficulté à se mettre en route. Ça risque de poser un certain nombre de questions et ça risque d'augurer sans doute un certain nombre de stratégies tactiques dans la mise en place des communautés, si jamais ça s'est annoncé dès maintenant, qui risque de poser un certain nombre de problèmes à la mise en place de ces fameuses communautés. Donc attention à ce principe-là aussi. Concernant les critères eux-mêmes, je pense que, alors en matière... D'abord, sur le problème de la masse salariale, j'aurais tendance à dire, et la CDFI a toujours été assez favorable au fait de tout mettre dans le modèle sympa et pas que la moitié des critères. La question, effectivement, se pose derrière de savoir comment répartir la masse salariale entre établissements et comment la connaître exactement et savoir d'où elle vient et ce qu'elle induit. Et nous ne méconnaissons pas la difficulté qu'il y a effectivement à savoir ce qu'on doit répartir. Donc ça, on conçoit que c'est un peu compliqué. On peut se poser la question après, effectivement, de savoir s'il ne faudrait pas trouver un modèle dans lequel, plutôt que de mettre la masse salariale, on pourrait mettre déjà dans un premier temps les emplois et peut-être forfaitiser ces emplois. Bon, ce sont des choses en tout cas qu'il faut regarder de peu plus près, mais il nous paraît difficile de rester simplement sur un modèle qui ne répartit que les moyens sans répartir les emplois. À ce propos-là, d'ailleurs, il y a un point qui est quand même non négligeable, c'est un peu anecdotique, mais qui peut avoir un impact, notamment dans les discussions qui sont en cours en ce moment concernant les mises en réserve. Aujourd'hui, une partie de la dotation salariale des établissements passe par la dotation de fonctionnement, dans le cadre du modèle sympa. Pour la simple et bonne raison qu'il a été donné aux établissements à qui il manquait des emplois une compensation pour emploi manquant avec un certain montant financier. Ces établissements ont utilisé cette dotation pour emploi manquant, bien sûr, pour des salaires, et quelquefois des salaires de fonctionnaires. Sauf qu'aujourd'hui, dans la mise en réserve, ces sommes-là sont affectées d'un coefficient de mise en réserve correspondant au fonctionnement et non pas à la masse salariale. En l'occurrence, pour nous, l'année dernière, 0,6% dans un cas, 5% dans l'autre cas. 3% dans l'autre cas. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui qui a des impacts non négligeables en matière financière. Par ailleurs, donc maintenant, si on reprend bon, je vais traiter le problème du GVT tout de suite, puisqu'on parle de masse salariale. Sur le problème du GVT, nous, on a un principe de base. On comprend bien qu'un opérateur de l'État, à un moment ou à un autre, doit négocier avec l'État sa dotation en tout et pour tout, sans préoccupation de masse salariale, de GVT ou quoi que ce soit. D'accord ? À la seule condition que l'établissement soit maître de toutes les décisions qui lui, et que ce soit lui qui gère son GVT, sa masse salariale. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est hors de question qu'il y ait des promotions qui soient données à l'établissement hors de la décision de l'établissement. Ça veut donc dire automatiquement, si on parle de suppression des GVT, qu'on parle de suppression des promotions attribuées par le CNU. Et je pense que là, ça va être la révolution. Donc je crois qu'il faut avoir ça en tête. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc attention, faire en sorte qu'effectivement les établissements soient bien maîtres de l'ensemble de ce qui les amène finalement à constater un GVT positif ou négatif. Bien. Maintenant, si on prend directement les critères du modèle sympa, je crois que nous sommes d'accord sur le fait de ne pas considérer les étudiants qui sont financés par ailleurs. Pour nous, c'est un effet vertueux. Ça veut dire que si les étudiants sont financés par ailleurs, les financements qui viennent d'ailleurs doivent être totaux. En l'occurrence, si un étudiant, par exemple, est un apprenti, l'établissement doit percevoir l'ensemble des frais correspondant à l'apprentissage. Et ces frais doivent être répartis entre les régions, l'État et l'entreprise financeur. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas le cas.
Donc ça veut dire effectivement une modification radicale du financement de l'apprentissage. Et je pense qu'il est d'actualité, puisque le projet de loi sur la formation professionnelle est en discussion en ce moment. Il faut effectivement imposer le financement total de l'apprentissage par les entreprises et les régions et les collectivités et l'État. Ça ne va pas se faire tout seul, et ça va coûter un certain montant financier. Mais sur le principe, on est d'accord. Et ça évitera, quand on discute notamment avec des entreprises, qu'on nous dise « mais de toute façon, vous êtes déjà payés pour ces étudiants-là, donc c'est normal que nous ne payions pas ». En ce qui concerne le critère, donc valeur ajoutée en licence, vous comprendrez bien qu'en tant que président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, nous considérions que nous, la valeur ajoutée compte dès lors qu'un étudiant rentre après le bac et qu'il sort, quel que soit le niveau auquel il sort. Et pour nous, la valeur ajoutée en licence, c'est la valeur ajoutée en fait d'un étudiant qui rentre à bac plus 1 au démarrage et qui sort à bac plus quoi que ce soit. 3, 5, 8, c'est pas le problème. Nous avons beaucoup d'établissements, nous, qui ne délivrent pas de licence, mais qui intègrent quand même des étudiants qui rentrent au niveau du bac. Et donc, pour nous, par définition, nous participons aussi à la valeur ajoutée en licence, en quelque sorte, même si nous ne délivrons pas la licence. Donc ça, pour nous, c'est un point fondamental aussi. En ce qui concerne les boursiers, bien sûr, il faut arriver à une neutralité, et nous sommes tout à fait d'accord, finalement, à la proposition que faisait la CPU, à savoir, effectivement, passer les boursiers, les sortir du programme 150, ça nous paraît quelque chose d'assez logique. Je crois que j'ai fait le tour des quelques questions concernant la formation. Concernant maintenant la recherche, on a un point qui est important, je crois qu'il va falloir quand même qu'on considère ça au niveau du financement des établissements. Les établissements ont des coûts importants concernant la recherche au niveau de l'hébergement des structures de recherche, et je crois qu'il faut qu'on trouve un moyen effectivement pour arriver à prendre en compte un chercheur peut être hébergé dans un établissement, il peut être hébergé ailleurs. Et on voit bien que les coûts ne sont pas les mêmes. Et si un chercheur est hébergé dans une unité propre du CNRS qui n'est pas dans l'établissement, et un chercheur est hébergé dans l'établissement, on voit bien que les coûts, même si les chercheurs peuvent être considérés de la même façon, ne sont pas les mêmes. Donc je crois qu'il va falloir à un moment ou à un autre qu'on prenne ça aussi en compte. Sur le fait de prendre en compte, de remplacer la notation ARES pour la notation à la performance par d'autres critères, je crois qu'on n'aura pas le choix. Je pense qu'il était sain. Il était sain qu'effectivement, il n'y ait pas d'automaticité entre l'évaluation et la dotation de l'établissement. Et un des problèmes, effectivement, qu'on a eu avec le comité, avec l'ARES anciennement et bientôt le futur HCRES, c'était effectivement cette liaison automatique qui rendait le travail de l'évaluateur un petit peu difficile. Et qui ne laissait finalement à la tutelle et aux financeurs que peu de marge de manœuvre, puisqu'il n'avait pas à décider, c'était automatiquement les critères qui décidaient de l'attribution financière plus que quoi d'autre. Je pense que ça, c'est un point effectivement qui peut poser problème, qu'on intègre dans ces critères des critères supplémentaires qui correspondent à la volonté politique finalement du gouvernement, à savoir le fait que la France récupère un peu plus de moyens de la part de l'Europe par rapport à ce qu'elle met comme cotisation, me paraît relativement sain. Maintenant, il restera à discuter effectivement des critères en question et de voir comment on peut y arriver. Dernier point concernant la recherche, attention aux ressources propres des établissements. Nous serions tout à fait opposés au fait qu'on tienne compte des ressources propres pour calculer les ressources données par la subvention ministérielle. Je pense qu'il faut laisser les établissements effectivement aller chercher des ressources propres et il ne faut pas, par symétrie, dès qu'ils vont en chercher, diminuer la ressource qui vient des ministères. Je crois que c'est un principe qui me paraît relativement sain, mais encore une fois, ça va mieux en le disant. Donc, pareil en ce qui concerne bien sûr le PIA et toutes les ressources qui pourraient venir des investissements d'avenir. Encore une fois, attention au risque de budgétisation du PIA. Le PIA n'a pas de raison de remplacer des dépenses budgétaires. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus, mais encore une fois, ça va sans doute mieux en le disant. Dernière chose concernant les ressources propres, nous ne pourrions qu'être d'accord sur le fait qu'on prenne, et c'est une recommandation que vous aviez faite au printemps, en compte les coûts complets des contrats de recherche. Je crois qu'il faut qu'on encourage l'ensemble des financeurs, y compris publics, à regarder ce que sont les coûts complets des contrats de recherche. Alors aujourd'hui, on a trouvé notamment pour l'ANR, on a trouvé des moyens pour essayer de contourner la règle des 4% de frais de gestion en ajoutant un préciput. Pourquoi pas ? Je veux dire, mais encore une fois, c'est simplement un détournement du calcul de la prise en compte du coût complet. Et je crois que
Au niveau de l'État, il y a maintenant, je pense, au niveau des gouvernements, je pense qu'il y a effectivement une réflexion sur ce sujet, qui ne demande aucun, qu'on soit clair, qui ne demande aujourd'hui aucun déblocage financier supplémentaire. Il s'agit simplement de réglementation. Autoriser finalement que les frais de gestion passent de 4% à 8, 12 ou 15, ou prennent en compte finalement les coûts complets ou les coûts d'environnement, c'est simplement une décision. Et ça n'aura aucune incidence financière. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se faire très vite. Donc ça, je crois que c'est important. Aujourd'hui, le principal blocage, je crois que la réflexion commence à exister au niveau du MESR et de Bercy. Je ne suis pas sûr qu'elle existe au niveau des collectivités. Et je pense que ceci, il faudrait aussi, bien sûr, inclure les collectivités, et notamment les financements CPER, dans ce genre de réflexion. Parce que c'est aussi un financement non négligeable des établissements qui sont soumis aujourd'hui à des coûts de gestion, à des frais de gestion de 4% qui sont totalement ridicules par rapport au coût réel. Dernier point. Un point qui peut poser aussi, qui peut quelquefois être sujet à discussion, c'est le problème des frais de scolarité. Je crois que clairement, le problème des frais de scolarité est sur la table aujourd'hui. On voit qu'un certain nombre d'écoles publiques aujourd'hui, d'écoles d'ingénieurs publics, on les connaissons bien parce qu'elles sont membres de la conférence, sont aujourd'hui dans la position d'augmenter leurs frais de scolarité. Je ne sais pas jusqu'à quand le MESR pourra continuer à maintenir ces établissements compétitifs vis-à-vis des autres ministères et vis-à-vis notamment de l'étranger si on maintient les frais de scolarité au niveau où ils sont aujourd'hui. Bien sûr, il faudra l'envisager avec des mesures de compensation. Je pense aujourd'hui aussi que le financement d'enseignement supérieur ne peut pas reposer uniquement sur les frais de scolarité et qu'il faudra sans doute envisager un financement par les entreprises d'une façon ou d'une autre. Mais je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie du débat sur les frais de scolarité. Je ne sais pas si, Marc, tu as quelques points supplémentaires à rajouter. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Oui. Vous m'entendez ? Donc, juste pour dire que nous croyons en la refonte de ce modèle, nous y participons activement. Et il est vrai que ce modèle d'aide à la décision a d'autant plus d'impact qu'il y a du grain à moudre supplémentaire. Et nous l'avons vérifié au niveau de notre conférence sur la poignée d'emplois sur laquelle nous avons travaillé cette année, à savoir une quarantaine d'emplois neufs. Et là, effectivement, pour les établissements, on voit directement le lien entre performance et résultats sous forme de dotation, en l'occurrence d'emploi. Et nous savons très bien nous entendre dans ce cas-là pour que la répartition soit le plus équitable possible. Pour la question du redéploiement ou de la convergence, bien entendu, c'est une question délicate. Mais il faut savoir aujourd'hui que pour des établissements qui ne voient pas en termes de résultats une augmentation de performance, tout simplement parce qu'il y a un écrêtement au niveau de la dotation, parce que la dotation réelle est loin de la dotation théorique, il peut y avoir un certain découragement. Et effectivement, il est bon d'avoir un modèle d'aide à la décision qui permette aux établissements de voir une possibilité d'évoluer. La question du périmètre école-université, faut-il deux périmètres différents ou non, est délicate aussi, nous y travaillons. Cela va dépendre des critères, bien entendu, de répartition. Le critère de l'insertion professionnelle ne poserait aucun problème aux écoles. Nous avons aujourd'hui une maîtrise totale de notre insertion professionnelle. Bien entendu, si nous travaillons dans une enveloppe entre écoles, ce critère ne va pas être différenciant, parce qu'elle est quasiment la même pour toutes les écoles, ce qui ne serait pas forcément le cas si c'est une enveloppe unique pour l'ensemble des établissements. Nous avons fait un travail avec l'EUA et notamment Thomas Esterman, qui a déjà été évoqué, sur les financements dans d'autres pays et les modes de répartition. Nous nous rendons compte que dans des pays comme la Grande-Bretagne, la question du mécénat, par exemple, est beaucoup plus développée qu'en France. Il y a des pistes dans notre pays également, mais là je rejoins ce que vient de dire Christian. Si on veut, il faut encourager les établissements à aller chercher d'autres financements et pas les décourager. Donc il ne faut surtout pas être ponctionné dès lors qu'ils pourront montrer qu'ils ont trouvé d'autres financements. Ça me paraît absolument essentiel. Voilà ce que je souhaitais rajouter. Merci beaucoup pour cette présentation et ces regards croisés. Je vais demander à nos rapporteurs s'ils ont des questions, des élucidations à demander ou des commentaires. Madame Dominique Gillot pour la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication.
Oui, alors moi je vous remercie parce que c'est un travail considérable que vous avez fait et on voit bien que le dialogue n'est pas terminé. Enfin, il y a des points qui sont des points de convergence, mais il y a aussi des points divergents qui méritent effectivement d'être approfondis, qui ne nous avaient pas échappé ni dans le rapport que nous avons fait, ni dans les différents rapports budgétaires, et notamment des questions qui sont en cours de réflexion, comme la prise en charge de la compensation de l'inscription des étudiants boursiers. Bon, on l'a vraiment, ça me semble être d'actualité, d'autant que les nombres de boursiers ayant augmenté, la différence entre les établissements, ceux qui accueillent beaucoup d'étudiants boursiers et ceux qui en accueillent moins, est vraiment pénalisante pour ceux qui en accueillent le plus, et on a justement vu des difficultés apparaître. Alors cependant, je ne veux pas rentrer dans le détail, je crois qu'on y reviendra plus souvent, plus à d'autres moments, mais en revenant sur les recommandations de notre rapport, on avait bien mis en évidence que la convergence entre universités, par l'affectation de la quasi-totalité des 5000 créations d'emplois sur la durée du quinquennat, reconnues sous-dotées, bon, c'était une nécessité. Mais maintenant, on voudrait savoir si ces créations d'emplois seront suffisantes pour assurer le rééquilibrage complet au profit des universités dites sous-dotées. Et j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui imaginait qu'il y avait eu des changements de classification. Alors c'est vraisemblablement lié à des réécritures ou à des bon, parce qu'il y a eu un travail de fait pour la réécriture des budgets, des choses comme ça. Mais bon, est-ce que c'est véritablement accepté par les universités? Est-ce qu'il faut qu'on ait une nouvelle configuration des établissements en fonction de l'actualité, quoi, de ce qui leur a été alloué aujourd'hui? Est-ce que ces créations de postes permettront de couvrir entièrement les déficits en emploi des établissements sous-dotés qui ressortent du modèle théorique, sachant que le modèle, il est en train d'évoluer et que voilà, c'est compliqué. Et l'attribution actuelle d'une partie des nouveaux emplois dans le cadre des contrats de site répond-elle à l'objectif de convergence? Alors, je sais que voilà. Et monsieur, vous disiez que bon, ça posait quelques problèmes parce que vous considérez pas que les emplois sont des moyens. Vous voulez qu'on faire la distinction entre les moyens et les emplois. Or, on sait bien que dans le budget, les emplois sont aussi des moyens. Alors, en ce qui concerne les pondérations et les critères de répartition justement de ces moyens, est-ce que le nouveau modèle d'allocation tiendra véritablement compte des éléments suivants? La proportion des élèves boursiers dont la compensation intégrale de l'exonération des frais d'inscription est nécessaire, et je crois que là tout le monde est d'accord et que le travail qui a été engagé par le ministère va dans ce sens. Maintenant, il faut savoir comment la réaliser, et votre hypothèse, l'hypothèse de la CPU que vous m'aviez déjà fait passer au moment de l'analyse du budget, de transférer ce coût-là sur le compte 231, bon, ça pose quand même le problème de la neutralisation de l'augmentation des bourses et de l'augmentation des boursiers. Donc et là, il y a vraiment une décision politique à solliciter, à prendre, en disant bon bah si effectivement les étudiants boursiers doivent assumer eux-mêmes leur droit d'inscription parce que c'est une mesure de transparence, de lisibilité, il faut que la bourse soit augmentée à proportion des frais d'inscription pour que les choses soient neutres du point de vue de l'étudiant et bien compris du point de vue des familles. D'autre part, il y a un autre élément qui doit rentrer en ligne de compte, c'est l'implantation d'un établissement sur plusieurs sites ou campus universitaires. Là, alors vous l'avez évoqué relativement à la question des ESP, mais bon, c'est pas seulement pour celui-là. Quand nous avions analysé le système Sympa, on avait effectivement vu qu'il s'était arrêté au bout de 2 ans, faute de moyens supplémentaires. Ça nous était bien apparu. Mais on avait vu aussi que ce système avait conduit, dans ses critères, à fortement privilégier la recherche au détriment de l'enseignement. Alors, faire réussir 500 étudiants de plus en licence rapporte à l'université 6 ou 7 fois moins
d'emploi et de crédits de fonctionnement qu'une augmentation de 2,5% du taux d'enseignants chercheurs produisants. Alors, j'ai bien entendu que vous faisiez des propositions justement monsieur, dans les pistes recherchées, de réduire la bibliographie pour éviter justement le poids de la bibliographie dans les critères de calcul. Mais est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions et nous dire si vous avez des convergences sur ce point-là? Enfin, l'IGA-ENR avait préconisé de redéployer des moyens en faveur des formations tertiaires qui sont historiquement moins dotées que les formations secondaires, qui sont celles relatives aux sciences exactes et donc à la recherche et développement. Et ça, on rejoint encore le débat que nous avions eu dans le cadre de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Ça rejoint la question que Madame la Présidente a posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut envisager une pondération entre formations dans le nouveau modèle? Voilà, je pense que vous l'avez dit, mais je pense que ça serait bien qu'on puisse le redire. Et doit-on s'en tenir à des coefficients de pondération entre filières qui tiennent plus à l'histoire, ou doit-on envisager des coefficients plus normatifs qui seraient cohérents avec les orientations de la politique de recherche et de développement économique qui est en évolution et qui est nécessaire pour que, effectivement, l'université soit un des éléments moteurs du redressement économique de la nation? Et d'une façon générale, est-ce qu'on peut aboutir à une objectivation des coûts de formation par filière au niveau de chaque université? Est-ce qu'il existe maintenant des logiciels de comptabilité analytique qui permettent d'opérer des comparaisons entre les coûts de chaque formation? Ça, on a vraiment... Enfin, moi, j'avais constaté dans mes travaux qu'on est encore en difficulté pour comparer les différents indicateurs d'une université à l'autre, faute d'outils qui existent. Mais je pense que depuis, le travail de la MU a pu produire ces effets et que vous-même, vous y travaillez beaucoup. Ensuite, sur la prise en charge des étudiants non financés ou des étudiants financés par ailleurs, il y a eu dans la loi de finances 2014 un article qui restreint le crédit d'impôt pour apprentissage à des niveaux de diplôme inférieurs au diplôme universitaire. Donc c'est en cohérence avec l'objectif de développement de l'apprentissage à l'université pour justement favoriser. Mais par ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, il y a une difficulté qui émerge. C'est en incohérence. C'est en incohérence, pardon. J'ai fait en incohérence, j'ai dit. J'ai fait. Si je peux me permettre. Oui. Non, mais c'est ma langue qui a fourché. Et il y a une réduction des... Pardon? Non, mauvaise plaisanterie, je disais, c'est de la stimulation par manque de moyens. Voilà. C'est gentil, elle n'a pas dit que c'était parce que j'étais de la commission des finances. Il y a aussi le changement la menace de changement de proportion de répartition de la taxe d'apprentissage entre les organismes de formation et la région. Et donc là, il y a effectivement un mouvement qui s'engage et qu'il faudrait essayer d'équilibrer au mieux pour ne pas priver les organismes de formation de leur subside. Voilà, moi c'est ce que je peux dire aujourd'hui, mais je pense qu'on a encore un gros travail devant nous. Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances, Philippe Adnot. Je vous remercie, Madame la Présidente. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Féliciter le ministère de s'être engagé dans cette mission difficile. Parce qu'on a bien vu immédiatement, d'après les réactions, que... et moi, je pense, je vous le dis, Monsieur le Président de la CPU, la position qui consiste à dire on ne peut envisager de rééquilibrage que s'il n'y a des moyens supplémentaires est une position intenable. Ça veut dire que s'il n'y a pas de moyens supplémentaires, mieux vaut garder les inégalités. Donc moi, je pense que c'est une position qui me paraît intenable et que vous êtes à même, je vous connais suffisamment, d'imaginer peut-être des méthodes différentes, des partenariats, des méthodes qui vous conviendraient mieux, mais poser comme principe, on ne fera du rééquilibrage que si on a des moyens supplémentaires, c'est décider, par exemple, si pendant 5 ans, il n'y a pas de moyens supplémentaires parce que
il y a des contraintes budgétaires et que la conjoncture s'y prête pas, donc on fait rien. On en reste là. Et donc, je pense personnellement que c'est une position intenable, mais pas plus intenable dans l'université que dans des collectivités ou dans tout ce qu'on a à gérer tous, où on est tous obligés, quand il nous manque des moyens, de nous adapter et de toujours essayer de corriger les inégalités. Alors, et donc, en conséquence, je pense que l'introduction de la masse salariale est importante. Après ça, on peut toujours discuter de la part que ça prendre et de la méthode que ça doit prendre. On a entendu les différences d'appréciation sur le sujet. Mais sinon, effectivement, ce que vous dites en gros, c'est on ne fera de l'évolution qualitative et du rattrapage que sur les crédits supplémentaires. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de réforme. Et donc, ça n'est pas... Enfin, de mon point de vue à moi, ça me paraît difficile. Et la notion même de... Parce que le système sympa, je le sais, puisque au moment où ce texte a été voté, il est né dans les bureaux du Sénat par un partenariat entre la Commission des finances et de l'enseignement, suppose qu'il y ait des variations. Si on récompense la qualité, il y a des plus et des moins. Et donc, par principe, tout le monde devra admettre que ça peut varier en plus ou en moins. Sinon, il n'y a jamais d'appréciation de la qualité. Autre remarque que je voudrais faire, parce que j'ai vu ça dans... Je voudrais m'adresser à vous, madame. Moi, je m'interroge toujours, pourquoi diable la politique qui consiste à décider qu'on fait des communautés devrait nécessiter des moyens supplémentaires? Ça me fait penser aux problématiques de l'intercommunalité en France. Alors, on décide que l'intercommunalité, c'est le must, qu'on va obliger tout le monde à passer à l'intercommunalité parce que, nécessairement, si tout le monde est en intercommunalité, ça coûtera moins cher. Et vous savez ce qu'on a fait? On a donné 3 milliards d'euros de plus de dotation de fonctionnement que les communes se sont dépressées de consommer en dépenses de fonctionnement. Donc, soit la politique des communautés est une politique qui a un intérêt et génère en soi des vertus, et elle n'a pas besoin de financement complémentaire, soit elle a besoin de financement complémentaire, et on ferait peut-être mieux de l'affecter à un rééquilibrage de ceux qui n'ont pas les moyens, mais c'est juste, comme dirait un journaliste le matin de bonne heure, c'est juste mon avis. Donc, ma collègue a déjà souligné la contradiction sur la problématique de l'apprentissage. Vous avez tous dit que ça pouvait être une piste intéressante, mais on a vu que les décisions de la loi de finances vont finir par produire un effet inverse. J'ai une question à vous poser, madame. Je n'ai pas bien compris l'histoire du jour de carence, ou plutôt j'ai envie de vous poser une question. Avez-vous été quand même bénéficiaire ou pas? Parce qu'on vous a pris, je suppose, un prélèvement forfaitaire. Et peut-être vous avez... 4 fois supérieur à celui qui était constaté dans l'établissement, oui. Tout à fait. Vrai. Si. Ça n'a pas produit les effets pas vraiment l'effet escompté, je pense. Pourtant, on entendait ces jours-ci, et justement dans d'autres ce matin, domaines, oui. dans un certain nombre d'émissions, les sommes que ça pouvait représenter. On a tous les chiffres. On a économisé 160 millions d'euros avec la mise en place du système de la carence. Et donc, fatalement, ou alors c'est que vous avez été vraiment prélevé très fort. Donc, vous n'avez pas eu de baisse 4 fois et demi supérieur à celui constaté dans les établissements. Non, mais monsieur le sénateur, c'est la preuve que le travail dans les universités est tellement intéressant qu'il a 4 fois moins d'absentéisme que dans le reste de la fonction publique. Malheureusement, on nous a prélevé 4 fois plus que ce que nous avons pu prélever, mais quand il s'est agi de remettre le jour de carence, on ne nous a pas remis l'argent. Voilà. C'est vrai que c'est une bizarrerie que vous pouvez souligner. Je voulais juste savoir ce qu'il en était concrètement, parce que quand même, dans beaucoup d'endroits, ça avait provoqué, on le sait bien, hein, les jours de carence du lundi matin et du vendredi après-midi, c'était une réalité, quoi. Et c'est dommage de s'en être privé, mais c'est encore une fois juste mon avis, Madame la Présidente. Mais je m'interrogeais, donc vous dites, et globalement sur les universités, ça c'est une masse de combien? 7 millions d'euros. D'accord.
Alors, je voudrais revenir sur un autre sujet qui a été évoqué et où je pense qu'on fasse attention. Je pense qu'il ne faut pas décourager les bonnes volontés, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, il ne faut pas mettre en place des systèmes qui découragent les universités ou les écoles d'ingénieurs, enfin, de chercher des financements qui améliorent la situation, et puis ensuite, ou même par des étudiants, parce que ce n'est pas nécessairement évident d'avoir de l'apprentissage, et puis ensuite de leur dire « Ah, vous avez trouvé des financements, donc vous n'avez pas besoin des mêmes moyens ». Ça, je pense que c'est le meilleur système pour finalement faire en sorte que tout le monde en reste l'arme au pied avec le minimum d'efforts. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais décourager les bonnes volontés et l'effort, et que à chaque fois qu'une université fait des efforts, eh ben, il ne faut pas qu'elle en soit pénalisée. J'allais vous dire, faites attention dans les deux sens. L'histoire du coût complet, c'est une histoire intéressante. Mais si vous êtes tellement vertueux que vous arrivez à des coûts qui sont tels que tout un tas d'organismes seront capables de faire le même boulot que vous à des coûts beaucoup plus compétitifs, eh bien, vous n'aurez plus de missions qui vous seront confiées. Et donc, si vous n'êtes pas à même, comme une entreprise, d'apprécier ce que c'est que le coût marginal et la stratégie qui consiste à dire si j'ai un volume d'activité plus important, ça va faire baisser mes charges de structure, donc mon coût complet, donc je m'y retrouverai à un moment donné, vous risquez tout simplement par envie de vraiment tout faire payer, ne plus avoir de clients parce que vous serez tellement cher que les gens iront trouver le secteur privé qui rendra le service dans les mêmes conditions et à un meilleur coût. Donc attention à ne pas décourager, pas plus dans un sens que dans l'autre. Alors je voudrais terminer par un sujet qui me tient à cœur, que vous avez évoqué. Vraiment, et donc je voulais vous interroger, madame, est-ce que l'idée que nous avons énoncée, qui consiste à dire est-ce qu'on pourrait rejoindre pour ce qui est de la participation des étudiants la moyenne européenne, ce qui ne serait pas un truc extraordinaire, mais qui serait quand même un petit effort d'abord d'attention participée, d'attention de la part des étudiants de participer à quelque chose d'important. Enfin, je veux dire, c'est quand même aujourd'hui ce qu'on demande à un étudiant pour dire je m'engage dans l'université, je veux une université de qualité qui m'apporte des services, mais ça vaut rien. Je pense que c'est nuisible quand on veut avoir des étudiants étrangers qui regardent et qui se disent oh là là, on me demande rien, c'est que ça doit être le truc, c'est pas nécessaire d'aller. Et je pense qu'on n'a pas lieu de ne pas demander un minimum d'efforts. On en est à des sommes dérisoires. N'importe quel jeune qui se paye tous ces petits équipements informatiques dans tous les sens, ou qui fume, ou qui fait deux ou trois autres choses, ou qui s'inscrit même à un club de sport. N'importe quel étudiant va payer plus pour s'inscrire à son club de sport que pour dire je suis dans une université qui, si je lui donne un peu d'argent, va me le restituer sous forme qualitative. Donc je voudrais connaître votre sentiment pour savoir si la petite question que nous avons soulevée dans la discussion a une chance d'évoluer. Madame Dominique Gillot. Oui, en entendant mon collègue, il y a une question que je voulais vous poser, que j'ai oubliée. C'est la question des étudiants redoublants, voire triplants, que les universités sont obligées d'inscrire en priorité et qui conduit quelquefois à ne pas avoir assez de place pour accueillir des des premiers inscrits, et qui entraîne justement après des procédés de tirage au sort, de sélection voilà. Donc là, il y a vraiment une remontée difficile qui nécessite un examen et qui va dans le sens de ce que dit mon collègue, c'est-à-dire qu'il faut quand même que l'inscription à l'université, ça représente
un engagement réciproque de formation. Bon, alors, je ne dis pas que des étudiants doublants ou triplants n'ont pas leur place à l'université, hein, loin de là. Il y a peut-être des situations particulières qui méritent d'être examinées, mais peut-être sortir de l'automaticité qui est gênante pour l'accueil des premiers cycles et qui va à l'encontre du plan de réussite en premier cycle qu'on veut mettre en place. Juste féliciter Monsieur Lerminot, que j'ai vu ce matin en venant dans le train, que l'UTT était 4e sur la totalité des écoles d'ingénieurs pour ce qui est du classement des plus ouvertes à l'international. Donc félicitations. Alors, je vais vous demander de réagir, de commenter ou de donner les précisions sur les pistes que nos rapporteurs ont évoquées. On peut peut-être laisser le ministère conclure. En conséquence, la CPU, les écoles d'ingénieurs. Déjà, si vous voulez réagir et que le ministère rassemble ensuite. Je vous en prie, Monsieur Salzman. Oui, je voulais continuer la joute verbale avec le sénateur Adno, joute verbale qui continue depuis plusieurs années. Non, ce n'est pas la CPU qui dit qu'il ne faut pas faire de rééquilibrage. Non, monsieur le sénateur, ce n'est pas nous qui manquons de courage et ce n'est pas nous qui disons que la seule condition au rééquilibrage est de mettre du grain à moudre. C'est la constatation. Nous avons constaté que les gouvernements, qu'ils soient de gauche comme de droite, ne pouvaient pas rééquilibrer en prenant aux uns pour donner aux autres. Cette constatation nous amène à dire que, quel que soit le bord politique de ce gouvernement ou des gouvernements, il y a un principe de réalité qui est qu'il n'y arrive pas. Et que si on veut arriver au but, et moi je suis un pragmatique, comme mes collègues ingénieurs, la seule chose qui compte c'est le résultat de la manip, et donc si on veut que ça marche, nous sommes obligés de constater qu'il faut mettre un peu d'argent, pas la totalité, mais un peu d'argent pour pouvoir arriver au rééquilibrage. La meilleure preuve, comme l'a dit mon collègue, ce sont les postes supplémentaires, même si il est forcé de constater que chacun de ces postes sert dans plusieurs cases et donc est réutilisé pour la convergence, pour la politique de site, pour la réussite en licence, pour le numérique, pour l'entrepreneuriat étudiant, etc., etc. Mais je vais laisser aussi la parole à mes deux collègues. Oui, je voudrais aller effectivement dans le même sens. Je pense que nous ne pouvons que constater après plusieurs années la difficulté de redéploiement. Et je pense que le glissement sémantique auquel on assiste aussi, on ne parle plus de modèle de répartition, mais de modèle d'aide à la décision. Je pense que c'est assez significatif en la matière. La question qui se pose, c'est qu'une fois qu'on aura fait des calculs, quel que soit le modèle, quels que soient les critères, quelles que soient les enveloppes que nous retiendrons, il y aura une valeur théorique qu'on comparera à une valeur de référence. Qu'en sera-t-il? J'ai entendu qu'il y aurait peut-être plus, en tout cas, il y a une proposition qui sera faite qu'il n'y ait plus d'excédent d'initialisation. J'ai entendu notre collègue Lerminot qui l'a dit. On est très inquiet sur les effets de rupture. On peut pas changer le budget d'une université brutalement d'une année sur l'autre. Comment ça va être géré tout ça? Voilà. Donc là, on n'est plus du tout dans un modèle de répartition. C'est un modèle qui calcule des dotations théoriques. Et ensuite, comment se fera la discussion? C'est plus le modèle qui affectera. Ce sera probablement une négociation. Comment ça va se passer? Voilà. Donc je pense quand même que là, on a tous les éléments. Personnellement, je suis très favorable au redéploiement. Mais je pense qu'on n'a pu que constater jusqu'à présent que ça n'a pas été possible. Il y a un prix politique à payer, qu'il s'agisse d'un gouvernement ou qu'il s'agisse des conférences. Et pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour payer ce prix. Le deuxième point que je voulais souligner, je vous ai entendu dire que l'intégration de la masse salariale serait une solution. Je ne vois pas techniquement en quoi l'intégration de la masse salariale peut être une solution. Très concrètement, en quoi l'intégration de la masse salariale changera la question de la redistribution? On aura une masse plus importante, au lieu de parler de 2 milliards, on parlera de 10 milliards. Ça change quoi sur le fond, concrètement?
Voilà, ça je pense que c'est quand même une question importante qu'il faut poser. Puis le troisième point, je suis d'accord avec vous, et notamment avec ce que disait Christian tout à l'heure, il ne faut pas décourager les universités, dans les universités, les laboratoires, à aller chercher des financements à l'extérieur. Et ça, croyez-moi, je pense que toutes les universités, toutes les écoles sont parfaitement conscientes de ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes très vindicatifs sur la question de ce qu'on appelle le préciput, les frais de gestion, parce que plus on va chercher de moyens, il y a quand même des coûts de structure qu'on a de plus en plus de difficultés aujourd'hui à assumer. Ça, c'est le premier point. Et je reviens sur la question de l'apprentissage, parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas naturel dans une université de s'engager dans l'apprentissage. Pourquoi? C'est compliqué. Ça nécessite une réorganisation complète, ça nécessite des modes d'enseignement qui sont différents. C'est vraiment un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et surtout, ça nécessite de développer une vraie relation avec l'entreprise. Quand on dit un apprenti, ça veut dire qu'on est une entreprise au bout. Tout ça, c'est un travail énorme. Et je trouve que ça ne soit pas justement récompensé à être pris en compte dans le modèle, directement dans l'activité, pas seulement dans la performance. Je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Et encore une fois, je le dis, il y a effectivement des financements annexes qui viennent, mais ça ne représente qu'une part marginale du coût d'un apprenti. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et je me permettrai de faire un parallèle aussi. Il ne viendrait pas l'idée qu'un enseignant-chercheur soit égal à 0 dans le modèle parce qu'il va chercher beaucoup de contrats de recherche. Or, dès lors qu'un étudiant en apprentissage, si on le mettait égal à 0, ça reviendrait un petit peu à ça. Donc je pense que sur le fond, il y a quand même un certain nombre de réflexions à mener. Et je voudrais aussi, je m'excuse, j'ai l'esprit d'escalier, répondre à une autre remarque qui n'était pas directe du sénateur Adnot. Les universités savent très bien s'adapter à des baisses de moyens. On sait le faire, on l'a fait depuis des années, des moyens de fonctionnement ou des moyens en masse salariale. Nous avons, comme l'a dit mon collègue, été capables d'absorber des montants très importants de GVT. Donc on est capable de s'adapter, on est capable de se réformer, on est capable de bien gérer. Ce que l'on dit, c'est que nous doutons de la capacité de quelque gouvernement que ce soit de diminuer de façon importante et non pas marginale, de manière inégalitaire, c'est-à-dire en prenant aux uns pour redonner aux autres. Nous doutons de la capacité politique de quelque gouvernement que ce soit d'y arriver. En tous les cas, ce que nous on dit, et ce que dit Christian, c'est que reporter cette décision politique et ce courage sur des conférences dans lesquelles chaque membre est égal et dans lesquelles nous n'avons pas le pouvoir séculier de l'État ne permet pas de répondre à la question. Vas-y, Dominique. Cette question du GVT, de son évaluation, de son portage, bon, c'est quand même quelque chose qui est en réflexion depuis plusieurs années, et on voit bien maintenant qu'il y a une meilleure précision, il y a une meilleure connaissance du fonctionnement du GVT. Et on a constaté que l'année dernière, par exemple, le GVT pesait un certain poids, il a été pris en charge dans une certaine proportion par le budget de l'État. Cette année, d'un seul coup, le GVT est plus important que l'année dernière. Donc il faut continuer d'affiner cette réflexion. Et moi, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je pense qu'il ne faut pas considérer le GVT comme une pastille, comme quelque chose, c'est pas une matière comme ça, intrinsèque, c'est quelque chose qui évolue en fonction justement de la masse salariale. Et il me semble que au fur et à mesure que vous allez maîtriser les fonctions support, d'analyse, de gestion aussi des ressources humaines, vous allez être mieux à même de maîtriser ce GVT et de réclamer à l'État ce qui revient effectivement. On a aussi parlé quelquefois d'évaluation des transferts de charges. Bon, que l'État prennent à sa charge les charges qui sont vraiment transférées, comme vous disiez tout à l'heure, les décideurs payeurs, bon, ça peut s'entendre, mais il y a aussi des décisions, notamment sur le GVT, qui sont de la responsabilité des universités. Donc là, il est important qu'il y ait une ligne qui soit tracée et que chacun, et ça c'est par l'expérience que vous allez y arriver. Et on avait un échange tout à l'heure avec la présidente, et je vous l'ai dit aussi à plusieurs reprises, vous êtes dans la situation des collectivités territoriales à la première étape de la décentralisation. Il y a des apprentissages à faire, il y a des structures administratives, gestionnaires et financières à mettre en œuvre. Bon,
certaines universités sont déjà bien dotées, d'autres pas suffisamment, et je pense que au fil des années, cette élévation du niveau de compétence de la gestion des universités permettra d'aborder les questions là de modèles de répartition des moyens d'une manière plus, enfin, je vais pas dire décontractée, ça serait un peu trop familial et trivial, mais d'une manière beaucoup plus, voilà, plus confortable, avec des éléments de compréhension réciproque qui aujourd'hui font défaut, parce que bon, chacun est sur son champ de revendication. Et il va falloir quand même qu'on avance, parce que ce que disait Philippe Adneau, bon, quand il n'y a pas de moyens à redistribuer, il faut faire preuve de créativité et d'inventivité, parce que sinon, le modèle est complètement bloqué. Alors, Oui, madame... moi, je vous entends bien réagir. Je comprends votre vécu difficile, mais c'est vrai que structurellement, beaucoup de choses que vous avez mis en scène nous rappellent les premiers pas de la décentralisation des régions. Les régions ont été affectées par les problèmes de GVT quand la direction de l'équipement a transféré ses ressources humaines. Mais quelques années après, elles en ont fait leur affaire et l'État n'a plus compensé. De même que sur ce point particulier, est-ce que vous êtes dans les universités employeurs des personnes bénéficiant des nouvelles conditions permises par le gouvernement Sarkozy, qui était le cumul emploi-retraite? Parce que vous avez des gens qui font monter le GVT, puis qui font valoir leur droit à la retraite, et puis qui se font encore employer étant en retraite. Et évidemment, ces gens-là, on ne les paye pas comme des débutants. Est-ce que ce type de situation existe dans les universités? Alors, Madame la sénatrice, s'il existe, il est extrêmement marginal, puisque la plupart de notre masse salariale est dévolue aux enseignants-chercheurs qui partent à la retraite extrêmement tard. Et c'est d'ailleurs une des deux raisons de l'augmentation très importante du GVT dans les universités par rapport aux collectivités territoriales. C'est le départ jusqu'à 68, voire 69 ans, suivant les cas, de beaucoup de nos personnels qui ont, à cause des lois Fillon, été amenés à déporter leur départ à la retraite. Donc ça, c'est un effet local. Il y a un deuxième effet que n'ont pas à supporter les collectivités territoriales. Ce sont, comme l'a dit Christian, les promotions, puisque la moitié des promotions des enseignants-chercheurs n'est pas décidée par nous, donc nous la subissons, et l'autre moitié, nous avons un quota qui a énormément augmenté sur les 3 dernières années et qui n'a évidemment pas été compensé par l'État. Donc deux types de dépenses que n'ont pas supporté les collectivités locales et un type de recette que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas lever l'impôt, malheureusement. Je voulais simplement dire que l'analyse serait sûrement très intéressante à mener sur les structures du GVT. Je suis sûr que pour une très très grande partie, nous ne maîtrisons pas l'intégralité des décisions pour lesquels nous subissons du GVT par exemple, parce que nous n'avons pas la maîtrise d'un certain nombre de décisions, et que dans un certain nombre de cas, on peut bien dire effectivement qu'il y a un GVT, une part de GVT qui nous incombe. Ça, je pense qu'on est tout à fait décidé à l'entendre, et je pense qu'on est même capable pour une grosse partie de l'identifier. Simplement, je crois que, enfin, sans faire de la politique fiction, je pense que dans un très très grand nombre de cas quand même, un certain nombre de décisions ne nous incombent pas. Et sur les recrutements, si vous voulez, on peut très bien essayer d'orienter un certain nombre de décisions. C'est quand même très difficile d'intervenir dans des jurys, en particulier quand on fait des recrutements, et qu'il y a tout un tas d'éléments qui affectent l'évolution de la masse salariale, qui ne relèvent absolument pas des universités. Toute la reconstitution de carrière et la prise en compte des maîtres de conférences en début de carrière, par exemple, depuis 2009, c'est bien quelque chose qui a été décidé, et bon, voilà, on l'admet, etc. Mais c'est du GVT, ou c'est l'évolution de la masse salariale. On va arrêter les comparaisons avec les collectivités, mais je peux vous dire, pour avoir présidé une région, que les salaires des ingénieurs de la fonction publique territoriale ou le nombre de promotions obéissent à des lois sociales, à des cadrages qui échappent totalement au pilotage des ressources humaines et qui s'imposent au budget de la collectivité. Mais voilà, sur ce, c'est pas facile, mais... La maîtrise des droits d'inscription.
Oui, ce sujet-là, nous ne l'avons pas, je le reconnais. On va donner la parole à Monsieur Lermignou. Non, mais juste pour répondre à quelques questions et puis effectivement pour juste donner notre point de vue là-dessus, je crois qu'effectivement la différence aujourd'hui est dans le fait que peut-on ou pas lever l'impôt. Nous, on lève pas l'impôt, mais on pourrait lever autre chose. Donc là, c'est une discussion qu'on va reprendre, mais qui me paraît, à mon avis, enfin qui va être incontournable, on le sait tous. Alors on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va finir par arriver sur la table un jour ou l'autre. Bon. Juste pour répondre à la question que vous aviez posée concernant est-ce que la question sur les 5000 emplois sera suffisant, je laisserai peut-être la directrice générale répondre, mais il est clair que de notre point de vue, et je pense que la CPU dira la même chose, non, ça ne sera pas suffisant. On n'arrivera pas à avoir un DR sur DT égal à 1 pour tous les établissements, je veux dire, une fois qu'on aura distribué les 5000 emplois. Hein, ça, il faut être réaliste. Si on a réduit déjà les écarts de 20%, ça sera déjà beaucoup. Bon, ça, on verra à terme. Concernant la question sur la recherche versus formation, la question que vous aviez posée, à savoir effectivement, vaut-il mieux finalement former 500 étudiants de plus en licence ou avoir 2 ou 3 enseignants-chercheurs produisants de plus? Je crois que là, c'est une vraie question que doit se poser la société et finalement qu'on doit se poser entre nous. La stratégie nationale d'enseignement supérieur et de recherche doit poser cette vraie question. Faut-il plus de produisants ou plus d'étudiants formés? Et à partir du moment où on se donne un objectif, je pense qu'on peut mettre le système de répartition en accord avec cet objectif. C'est que je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra que ce système de répartition qu'on va mettre en place et les pondérations entre les différents critères vont dépendre effectivement de la décision que l'on prend au niveau stratégique. Et je crois que une très bonne chose dans la loi qui a été votée, c'est le fait qu'il y a une stratégie nationale de l'enseignement supérieur maintenant. Je crois qu'il faut effectivement qu'on aborde ces aspects stratégiques très vite. Après, juste des questions que vous aviez posées sur lesquelles je veux juste répondre rapidement. Formation tertiaire versus secondaire, le fait de savoir comment on pondère, je crois que c'est déjà en partie pondéré. Et puis que l'autre chose, on sait bien, même nous, je dirais, dans les formations d'ingénieurs, aujourd'hui, les formations d'ingénieurs sont pondérées de la même façon, quelle que soit la formation d'ingénieur. On sait très bien, nous, qu'un ingénieur informaticien coûte moins cher à produire qu'un ingénieur en génie des procédés. Il n'y a pas photo, il y a un facteur 3. Pourtant, ils ont le même. Donc, je crois qu'ils ont la même coefficient. Donc, je crois que là, il y a vraiment un travail de fond à fournir, mais qui va demander à rentrer au-delà de l'analyse de coûts aujourd'hui, qui est un des critères. Et je suis d'accord avec la CPU. Derrière ça, il y a effectivement tout le côté étude des maquettes. Et je pense qu'il est important derrière, il faut que toutes nos formations aient effectivement aujourd'hui un référentiel et des maquettes. Et je crois que le travail qui est engagé au niveau du cadre national des formations aujourd'hui devrait pouvoir amener petit à petit à faire en sorte que chaque formation ait son référentiel et sa maquette. À partir de là, on pourra travailler sur les coûts. Bon, ça c'est juste du travail pour la directrice générale. D'accord, voilà, bon. Sur l'apprentissage, je crois qu'encore une fois, on est d'accord, on est tous d'accord. Et je dirais qu'aujourd'hui, la main, au-delà du ministère, c'est vous qui avez la main. C'est vous qui pourrez donner votre point de vue concernant le futur projet de loi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec l'orientation du projet de loi, j'espère que vous arriverez à vous faire entendre. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer, nous, de notre côté. Et bon. Et puis sur la remarque de M. Adno concernant le fait, effectivement, attention, si vous travaillez en coût complet, il va falloir être compétitif. Il n'y a pas de souci, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est très compétitif. On est déjà compétitif. Donc, je pense qu'on saura l'être. On saura l'être et ça nous rendra encore plus professionnels. Donc, ça, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. On y arrivera. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Ce que je veux dire, c'est qu'au total, je pense qu'il n'y a pas tant de désaccord que ça entre nous. Je crois qu'on a identifié un petit peu les quelques points sur lesquels on peut effectivement encore avoir des différences d'opinion, mais sur lesquels on peut arriver à des, je pense, à un point de vue commun à un moment ou à un autre. En tout cas, on peut arriver à réduire peut-être nos objectifs. On n'est pas forcément non plus dans les mêmes situations, donc c'est peut-être qu'effectivement pour ça, on peut avoir chacun une opinion un peu différente. Mais je crois que le travail qui est fait en ce moment permet vraiment d'arriver à une identification de la situation, un diagnostic, et je pense qu'on n'a jamais été aussi près d'un dialogue qu'on l'est aujourd'hui. Merci. Une toute petite deux précisions. L'une concernant le GVT, le passage au RCE nous a mis dans une phase transitoire qui n'est pas achevée aujourd'hui, qui nous a obligés à monter très fortement en technicité beaucoup de nos emplois. Il est
Quand nous serons en régime établi, on verra les choses différentes. Et je pense que les collectivités ont connu ça aussi. Sur les droits d'inscription, on l'a évoqué. Aujourd'hui, nous constatons, nous l'avons dit très récemment à M. Giannisini, directeur de cabinet adjoint du MESR, pourquoi y a-t-il aujourd'hui, par exemple, une différence entre les droits d'inscription des écoles d'ingénieurs publiques entre ministères? 611 € au MESR, 1500 € au ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui à ces questions-là. Voilà. Par le ministère, Madame Simone Bonafou. Voilà, je ferai en duo avec Frédéric Forest sur certains points. Alors peut-être partir du plus haut, hein, et je dirais comme Christian Herminiot, qu'effectivement il y a d'abord des choix politiques qui ne relèvent pas, en tout cas, même si la direction générale a un avis, il relève du politique au très bon sens du terme. Donc c'est vrai que nous sommes en ce moment en train de lancer donc cette procédure d'élaboration d'une stratégie nationale d'enseignement supérieur. Il n'y en avait pas, il n'y avait qu'une stratégie de la recherche. Qui, à un moment donné, sera soumise à l'avis des parlementaires. Hein. Donc je pense que ça, c'est important. Et c'est important, alors qu'il y a déjà une loi qui vient d'être votée, de se poser des questions de moyen terme, hein, de moyen et de long terme. Enfin, si déjà elles sont moyen terme. Donc c'est vrai que la vision que nous avons, en tout cas au ministère, de ce travail sur la stratégie, il nous semble que c'est le moment d'ouvrir des questions de moyen et de long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, si on reste le nez sur des sujets qu'on veut résoudre à moindre frais, etc., dans l'immédiat, on n'ira pas très loin. Donc nous, on pense qu'il y a un certain nombre de sujets, ceux que vous avez évoqués, hein, mais il y en a d'autres, qui doivent être en amont, sinon tranchés, en tout cas vraiment débattus, posés. On peut tout dire sur les droits d'inscription. Hein. Effectivement, il y a des pays comme la Suède, la Finlande qui ont 0 droit d'inscription. Hein. Les exemples internationaux, on peut les prendre dans les... En tout cas, le sujet, il faut le poser. Parce que ce n'est pas le sujet de l'allocation des moyens, c'est le sujet de l'équilibre économique de l'enseignement supérieur. Pour nous, il est clair au ministère que ce sujet est posé. Enfin, nous, on le vit tous les jours. Enfin, il y a un sujet, voilà, comme on dit dans les ministères. Vraiment, bon. Donc, à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Après, les réponses sont des réponses politiques. Les exemples internationaux donneront des pistes, mais nous ne donnerons pas la réponse, parce que la réponse, je crois que ça a été dit sous d'autres formes, mais la réponse est profondément politique. Donc, oui, bien sûr, pour que ce débat soit ouvert, et je pense que la ministre considère aussi que c'est le rôle de la future stratégie de débattre de ces sujets et que ce soit débattu au Parlement. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, on découle ensuite un certain nombre d'éléments, mais il n'y aura pas que ça, évidemment, dans la stratégie. Je crois que la question telle qu'elle a été posée de ce que l'on veut comme... ce que l'on veut faire en termes de formation, les ambitions qu'on se donne en termes de formation, les ambitions qu'on se donne en termes de recherche, et comment on dose l'effort de la nation par rapport à ça. Bon, je pense que ça fait partie effectivement des sujets. Alors, je voudrais simplement dire ensuite, passer sur quelques autres sujets, que pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de pénalisation, si je puis dire, ou de prise en compte négative des ressources propres d'un établissement dans l'allocation des moyens par l'État. L'État n'a jamais calculé un besoin global d'un établissement dont il aurait d'abord commencé par défalquer les ressources propres. Ça, à ma connaissance, ça ne s'est jamais fait. Je voudrais quand même rassurer sur ce point. Alors ensuite, la question qui est posée, effectivement, que vous avez posée, monsieur le sénateur en particulier, c'est la répartition des emplois entre des 1000 emplois par an, entre la politique de site et puis la convergence. Donc le choix qui a été fait par la ministre et nous-mêmes et présenté aux conférences, ça a été de répartir ces 5000 emplois à 65-35. 65 sur la convergence, 35 sur la politique de site. Mais ce que je voudrais dire, et c'est un choix politique là aussi, hein, mais c'est pas pour financer, comment dire, c'est pas pour financer, je sais pas, le fonctionnement de superstructures qui existent très souvent d'ailleurs déjà sous la forme de presse, où bon, les établissements, un certain nombre d'entre eux sont déjà regroupés autour d'IDEX, et ont déjà, donc c'est pas la question. En fait, ça accompagne la politique contractuelle. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a toujours eu, de la part, enfin depuis qu'il existe des contrats en tout cas, donc depuis une quinzaine d'années, il y a un soutien de l'État au moment de la négociation contractuelle. Donc de fait, la politique
dite de site est en même temps la politique contractuelle. J'insiste parce que c'est ça le vrai sens en réalité. Donc dans le contrat précédent, le contrat était en fait des moyens de financement, c'était des euros. Il n'y avait aucun emploi depuis pas mal d'années. Bon, là on a la situation inverse. Cela dit, il faut savoir quand même que le bonus du précédent contrat a été mis en base des établissements. Bon, on est passé discrètement, enfin, c'est jamais rappelé, mais je le signale parce que c'est quand même, en plus de ce que donne le modèle, et ça abonde d'ailleurs les excédents pour certains, ou au contraire ça comble les déficits pour d'autres, mais ça peut aller de 1 million à 3 millions, enfin je pense pour les très gros établissements, qui étaient du bonus contractuel et que de fait nous avons mis en base dans le financement des établissements. Je tiens quand même à le dire. Donc, une fois ce bonus contractuel de fait engrangé, en quelque sorte, et bon, nous n'avons pas d'état d'âme là-dessus, mais je crois que ça a abondé les établissements de fait. Maintenant, dans cette période, c'est vrai que c'est l'inverse, si je puis dire. Il n'y a plus de ligne budgétaire votée au PLF pour la négociation contractuelle, et donc c'est une partie des emplois, des 1000 emplois, qui abondent cette politique. Et comme il se trouve que dans la loi, vous le savez, les contrats sont pensés au niveau du site, avec un regroupement d'établissements au niveau du site, c'est ça en fait qui est abondé, c'est pas du fonctionnement, c'est de la politique. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux établissements regroupés, c'est quelles sont les politiques sur lesquelles ils souhaitent que nous mettions des emplois. Et ces emplois peuvent très bien être mis au niveau de chacun des établissements, si par exemple la fonction internationale est portée par l'un pour les 4, ou si la fonction entrepreneuriale est portée, nous on n'a pas de religion du lieu où on doit mettre les emplois, ce qu'on abonde c'est une politique regroupée. Donc c'est en fait toujours de la politique contractuelle, mais montée au niveau du site. Donc vraiment je souhaite que ce soit assez clair. Alors de ce fait, c'est vrai que les 1000 emplois, les multipliés par 5, 5000, bon, pour cette raison, mais certainement pour d'autres aussi, je vais revenir sur la sensibilité du modèle, qui est d'ailleurs qu'on a éprouvé cette année, puisqu'on a légèrement changé la façon d'utiliser le modèle pour l'allocation des emplois. Convergence totale, je ne pense pas. Cela dit, on ne parle que des emplois, là. Il y a bien d'autres facteurs d'inégalité entre les établissements, et vous en avez mentionné un qui est, par exemple, les mètres carrés. Vous avez des établissements qui ont 300 000 mètres carrés à rendre, qui voudraient bien y arriver d'ailleurs. Bon. Et puis vous en avez d'autres, je pense le cas évidemment c'est Paris, bon, qui a le summum de l'absence de mètres carrés. Bon alors du coup dans le modèle, parce qu'on ne compte pas, parce que le modèle n'est pas tributaire du nombre de mètres carrés. Dans le cas présent, je pense à Paris 1 parce que c'est exemplaire, effectivement ça fait qu'il a heureusement qu'encore d'une certaine façon une sorte de compensation, les moyens qu'il a qui ne sont pas tributaires du nombre de mètres carrés, ça lui compense un peu cette pauvreté en mètres carrés. Mais j'insiste quand même là-dessus. Et puis il y a beaucoup d'autres inégalités, il y a la région dans laquelle on est, il y a enfin bon, c'est la même chose d'être en région parisienne et d'être à Pau, enfin bon, il y a beaucoup d'autres inégalités que uniquement celles sur les emplois. Cela dit, sur les emplois, puisque c'est celle-là que vous posez, et on peut être surencadré en emploi et ne pas l'être en moyens. On peut être les deux, enfin bon, il y a quand même différents cas de figure. Dire que ce qu'on voit au bout de deux années où on utilise le modèle, et c'est vrai, comme modèle d'aide à la décision pour attribuer les emplois, ça a tout à fait été bien dit, mais on l'a utilisé à d'autres occasions, comme un modèle d'aide à la décision sur des répartitions. C'est vrai que les extrêmes ne bougent pas massivement, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec un établissement qui avait 35 emplois l'an dernier, c'est-à-dire qui était considéré dans le summum du manque d'emploi et qui se retrouverait cette année parce que les positions ont un peu bougé à l'autre extrême. Mais par contre, par exemple cette année, ça montre l'intérêt quand même de travailler sur le modèle d'allocation des moyens. Cette année, nous avons, pour attribuer les emplois, tenu compte du modèle en tant que tel, et puis nous avons, pour 30% des emplois que nous attribuons à la convergence, tenu compte de ce qu'on a appelé la pression à la licence. D'ailleurs, à la demande de nous, enfin c'est une suggestion de la CPU avec laquelle je pense que nous avons bien travaillé sur cette question. C'est-à-dire le pourcentage d'étudiants de licence sur l'ensemble des étudiants d'un établissement. Bon. Donc il y a eu, dans l'attribution, dans la façon d'utiliser le modèle d'allocation des moyens, il y a eu une prime au poids
de la licence sur l'ensemble. Ben, ça sacrément dans certains cas. Je trouve que je voyais le président de Nîmes ce matin. Effectivement, ça change la donne hein, pour un certain nombre d'établissements. Ça change la donne. Bon, et quand c'est à Nîmes, par exemple, qui passe effectivement de 9 à 18, hein, mémoire, 9 à 18 emplois entre les 2 années. Bon, mais c'est aussi, bien entendu, que celui-ci qui a beaucoup d'étudiants en licence, c'est aussi celui qui a 60% de boursiers. Enfin, bon, voilà. Donc, de fait, on a quand même... voilà, la convergence est en route, elle ne sera pas totale et elle est extrêmement sensible. Vous voyez, le simple fait qu'on ait mis plus l'accent là, donc vraiment, je pense qu'il faut bien mesurer que ces questions, c'est pour ça qu'on essaye, nous, de dire, de parler d'écart de dotation plutôt que de sur- ou de sous-dotation, parce que sur ou sous, par rapport à quoi ? Au niveau européen, au niveau international, qui donne l'impression que les uns ou les autres, vous voyez, bon, donc je pense qu'il faut c'est un écart de dotation dans un ensemble qui est fermé, hein, et bon voilà, donc on est sur du relatif. Ce que je voudrais dire aussi, c'est en ce qui concerne le calcul des coûts et la pondération. Oui, heureusement, c'est déjà pondéré. Hein, le modèle est déjà pondéré en fonction. Je vous rassure, on n'a personne, le modèle. Qu'un mérite dans le modèle précédent. Mais maintenant, il y a des gens très compétents pour le faire, mais je donne mon avis. Mais personne n'a quand même imaginé que dans le modèle, on allait financer de la même façon une formation d'ingénieur et une formation de droit. Pour autant, et ça a été dit par la présidente de Limoges, de l'Université de Limoges, bien entendu, quand on travaille, quand on observe les coûts, hein, et quand on fait un travail sur les coûts, il ne faut pas se contenter. Donc l'observation, c'est toujours utile. Après, il ne s'agit de pas coller forcément à l'observation. Hein. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a encore des marges de progrès sur l'observation. Donc il y a tout un chantier calcul des coûts qui est mené, et je pense quand même que connaître le réel est une bonne chose, donc qui est mené par la DGCIP, avec l'appui de l'IGABNR, avec l'appui des consultants internes du ministère. Enfin, on y a mis des moyens. On commence à avoir des réelles données, mais ce n'est pas qu'un problème de discipline, parce que certes, il y a le problème de discipline, et il ne s'agit pas de coller au réel, hein, il faudra savoir et c'est politique, quand est-ce qu'on veut décoller du réel, parce qu'on pense qu'il faut améliorer, justement, et ça peut être des fois assez fin, tu l'as très bien dit, au sein de l'ensemble ingénierie, bon, voilà, tout n'est pas équivalent, et on sait très bien que les maths, dans le secteur des sciences et de la technologie, c'est pareil, ça, entre les maths et la physique, bon, c'est dans le même ensemble, et honnêtement, c'est pas du même ordre, bon, en termes de coûts. Donc, il y a aller assez fin dans un certain nombre de cas, mais il y a aussi d'autres questions. C'est la part, et c'est fondamental, la part, effectivement, le coût recherche est vraiment une question. Hein, et nous sommes complètement d'accord avec la CPU et la CDFI sur le fait qu'il faut vraiment que le coût de la recherche soit évalué après. Après, on décide comment on fait bouger les lignes, mais ce n'est pas possible de sous-évaluer à ce point le coût de la recherche, en particulier en termes d'immobilier, de logistique, de fluide, etc. Donc ça, c'est très important. Donc la part recherche, la part formation, les coûts des uns par rapport aux autres, puis les coûts du D, L et M. La ministre répète ceci très souvent, mais je pense qu'elle a raison. Il faut effectivement qu'on regarde au-delà des disciplines ce que chaque établissement met sur les différents niveaux. Parce qu'un plan licence, c'est un plus. Hein, les plans licence précédents ou les emplois que nous mettons, c'est des plus. Mais quand même, c'est non pas 12, mais 14 milliards que nous mettons sur l'enseignement supérieur. Donc, dont nous parlons, là, les emplois en plus chaque année, c'est sur 5 ans, c'est 500 millions. Bon, donc, certes, c'est du plus, mais ce n'est pas ça qui transforme les établissements font leur politique avec tous leurs moyens. Pas simplement avec le plus du plan licence à un moment donné ou avec le plus des emplois que nous avons aujourd'hui. Donc c'est très important que cette question de l'équilibre recherche-formation LMD soit vraiment creusée, comparée avec d'autres pays, puis après, il y a des décisions politiques. Moi, je continue à dire, à un moment donné, il y a des décisions politiques qui sont à prendre. Bon, voilà essentiellement ce que je voulais dire. Je pense que tu peux peut-être préciser sur... les boursiers, la façon dont on travaille sur les boursiers. Et puis peut-être d'autres points que tu as notés. Peut-être pour compléter rapidement donc, les propos de la directrice générale, sur les boursiers, et afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la question, cette année, c'est-à-dire pour 2014, le gouvernement a engagé une réforme sur ce thème. Et donc,
La compensation boursière, donc les 95 millions d'euros qui correspondent à l'exonération, qui sont en grande partie dans le modèle, ont été sortis. Donc en 2014, le sujet lié à la compensation de l'exonération des droits des étudiants boursiers, il est traité hors modèle. Donc on a identifié une dotation hors modèle, et l'idée est de faire converger cette dotation en 4 ans vers l'exonération réelle, qui correspond réellement aux droits que devrait percevoir l'établissement, pour, dans 4 ans, faire varier cette dotation directement en fonction du nombre d'étudiants boursiers. Donc clairement, aujourd'hui, une dotation est fléchée, elle va évoluer sur 4 ans pour arriver exactement au montant à compenser, et après elle va vivre sa vie en fonction du nombre d'étudiants boursiers. Donc vraiment, là, le chemin est clairement engagé vers une compensation réelle, pour que ce soit clair. Par ailleurs, on a une notification qui part d'ici la fin de la semaine aux établissements qui explique ces mécanismes-là, même s'ils ont été discutés bien évidemment en amont. Peut-être simplement donner une indication sur ce qui a pu être dit sur les produisants, les étudiants en licence et autres. Le ministère, et notamment dans son département d'allocation des moyens, a conduit des travaux précis pour identifier ce qu'on pouvait appeler des effets propres, terme assez technique, pour identifier quoi ? Pour identifier quel est l'impact, par exemple, de 100 étudiants de plus en licence de sciences. Aujourd'hui, on l'estime à 76 000 euros. Donc, en gros, un établissement qui aurait 100 étudiants de plus en licence sciences, il aurait 76 000 euros de plus dans le modèle. Eh bien, ça correspond aujourd'hui, en gros, à 3 produisants en plus qui seraient dans un laboratoire noté A. Voilà. Donc on a fait ce travail-là, qu'on a communiqué aux conférences lors d'un comité de pilotage et qu'on a aussi présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour arriver à mettre sur la table les effets du modèle et qu'ils soient bien connus. Et évidemment, c'est un travail qu'on va faire en détail pour le prochain. Il faut absolument qu'on puisse connaître à l'avance quels sont les effets de ce modèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mené, évidemment, pour que les choses soient très claires. Et on a les documents qui ont été distribués, on a ces chiffres très clairement. Et très précisément, et je salue le travail qui a été mené sur cette question. Et peut-être, pour ne pas rallonger notre réponse, simplement dire sur les efforts ou les encouragements. Bon, évidemment, il n'y a jamais eu on n'a jamais défavorisé un établissement qui aurait plus de ressources propres, enfin, jamais. Ça, c'est vraiment voir à l'international parfois s'il y a une augmentation de dotation quand il y a des ressources propres, il n'y a jamais de baisse. Voilà. Simplement, je veux dire sur l'encouragement de l'effort, le modèle sympa, il a servi ces cinq dernières années en quelque sorte. Il a clairement servi, effectivement, et il a servi notamment au rattrapage pour moduler l'augmentation de moyens. Et ça a été modulé, on l'a rappelé aussi dans les réponses à vos questionnaires ou au Conseil national, de manière parfois assez forte, puisqu'on va de 5% à 50%. Il y a des universités qui, sur la période, ont vu leurs moyens, sur le fonctionnement, sur les 2 milliards de fonctionnement, ont vu leurs moyens augmenter de 5%, d'autres de 50%. Donc, clairement, il y a eu une modulation, y compris, par exemple, en 2012, où il y a eu un rattrapage de 15 millions d'euros modulé, dont 8, effectivement, spécifiquement sur les sous-dotés. Donc, certes, il n'y a pas eu de redéploiement ou de rééquilibrage direct ou de transfert de dotation, mais il y a clairement eu l'utilisation de ce modèle pour arriver à avoir une allocation plus équitable. Merci de ces précisions. J'ai demandé à mon chef de service ce que vous entendiez par équivalent de 100 étudiants en licence avec le coût et puis 3 en production. Et je voulais savoir si vous parliez finance, quoi, coût. Et effectivement, vous parliez finance. Mais ce qui nous intéresse, nous, ça sera aussi, puisque vous renvoyez à la décision politique, au choix, et je pense qu'il n'est pas manichéen, c'est pas ou, c'est comme la biodiversité, hein, plus il y en a, plus il y a d'orchidées. Mais justement, ce qui serait intéressant, c'est justement sur ces efforts financiers sur le plan licence, combien ça fait émerger de chercheurs, etc., quoi. La rentabilité intellectuelle et productive, en quelque sorte, de ce plan licence. Ça aussi, ça nous intéresse. Je pense que nous pouvons
arrêter nos travaux. Je profite de votre présence pour vous donner une information qui vous concerne. La Commission de la culture, de l'éducation et de la communication a choisi cette année comme thème pour sa mission d'information l'installation des SP. Alors nous savons que vous avez dû dans la précipitation faire remonter des maquettes avant même que la navette de la loi n'ait fini son parcours, ce qui était quand même un exercice particulièrement difficile et scabreux. Mais justement, nous voudrions accompagner cette installation, cette première année de défrichage, parce que le législateur a inscrit des choses un peu innovantes, à savoir que les enseignements de nos futurs enseignants seront faits par des universitaires à titre disciplinaire, des universitaires sur les sciences de l'éducation, mais aussi par des acteurs de l'éducation populaire et les artistes. Et ces gens-là n'ont pas encore trouvé la porte des universités pour dire on est là, on peut intervenir, etc. Et je pense que les dialogues avec les personnes parlementaires de cette mission seront utiles pour voir vos possibilités, vos difficultés pour mettre en place ce que le législateur a voulu. Je vous remercie. Voilà pour les travaux de la Commission de la culture du Sénat sur la réforme du financement des universités. Tout de suite, la suite des programmes sur Public Sénat. Et on se retrouve à partir de 19h pour 24h Sénat, le journal. À tout à l'heure.